Mesdames, Messieurs, re-bienvenue encore une fois à Parle-moi de santé, épisode numéro 14. Aujourd'hui, un gros invité. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute, et mon invité aujourd'hui s'appelle Olivier Bernard, aussi connu sous le nom du pharmacien dans le domaine scientifique ou sur les réseaux sociaux. Donc, Olivier Bernard, qui est à la base pharmacien, évidemment, travaille comme pharmacien aussi dans les pharmacies, mais il est aussi vulgarisateur scientifique, auteur, conférencier, a sa propre série télé qui s'appelle Les Aventures du pharmacien, dans laquelle il prend à chaque épisode un sujet et fait des recherches au niveau de la science, rencontre des professionnels pour un peu tirer des conclusions sur ce qu'on sait par rapport à ce sujet-là. C'est un grand fan de déboulonner les mythes et les réalités en santé et aujourd'hui, on a parlé de 3 sujets précis. 3 sujets qu'on a choisis d'abord parce qu'il a déjà tourné un épisode sur chacun de ces sujets-là. Un des sujets qui n'est pas encore diffusé, mais qui va être diffusé d'ailleurs dans sa saison, qui est la nouvelle saison des Aventures du pharmacien, qui est diffusée, je crois, depuis décembre, là, donc qui est en cours. Donc, on parle de 3 sujets que lui a eu à connaître aussi parce qu'il a fait ses recherches là-dessus, mais que moi, je connais aussi ou qui sont intimement liés à ma profession. Donc, les 3 sujets d'aujourd'hui, on parle d'acupuncture, on parle d'ostéopathie et on parle de massothérapie. Donc, ce qu'on a fait, on est parti du concept que Olivier avait déjà fait sa recherche de sa revue de littérature ou la recherche scientifique en lien avec ces épisodes sur ces sujets-là. Et donc, on a parlé un peu de qu'est-ce que la science dit sur ces 3 sujets-là. Et on est rentré aussi dans les interventions liées aux professions parce qu'on n'est pas allé c'est pas une question de remettre en question la profession, c'est plus d'aller voir au niveau de la profession quelles sont les approches, quels sont les types d'interventions qui sont aussi variés qu'on peut avoir et également de voir un peu quel type d'affections qu'on voit qui sont traitées par ces 3 professions-là, donc l'acupuncture, l'ostéopathie et la massothérapie. Un épisode qui risque de faire réagir ou qui risque de provoquer des fortes réactions, peut-être chez les professionnels de la santé, peut-être chez des patients, chez des personnes. Olivier Bernard qui a l'habitude de controverses et de fortes réactions, donc on va vouloir discuter de tout ça. À garder en tête pendant l'épisode, on aborde les sujets sous l'angle des évidences scientifiques. Donc, le but est de voir qu'est-ce qu'on sait à ce jour sur les 3 sujets. Et aussi qu'on remet en question les types certaines interventions spécifiques ou l'ensemble de ce qu'on peut prétendre traiter selon différentes professions et non la profession elle-même qui est remise en question. Donc, important de faire la nuance, gardez ça en tête pendant l'épisode, mais à tout le moins, je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là, de remettre en question tout le temps tout ce qu'on fait et de voir qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne, qu'est-ce qu'on sait qui ne fonctionne pas et d'en discuter. Donc, moi, j'aime échanger, j'aime débattre, j'aime converser. Donc, n'hésitez pas, écrivez vos réactions, envoyez-moi des questions, des objections, vos commentaires. Peu importe ce que c'est, je veux les entendre, que vous soyez professionnel de la santé ou que vous soyez simple citoyen, citoyenne. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon épisode et sans plus attendre, voici l'épisode 14 avec le pharmacien Olivier Bernard. Alright, on est parti. Olivier Bernard, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah non, merci à toi, sans joke, parce que, en fait, il y a tellement peu de professionnels de la santé qui font de la vulgarisation, des podcasts. Donc, c'est un bonheur d'être là. Surtout les podcasts, on dirait. J'ai un peu fait la recherche du marché à la base. Puis, il y en a quand même un peu en nutrition, un peu en fitness, beaucoup en fitness, on dirait. Ouais. Mais des physiothérapeutes qui ont un podcast, en fait, je ne suis pas au courant au Québec. Fait que,
D'où la pertinence d'avoir ce projet-là. Depuis le début que j'ai commencé ça, je m'étais fait une liste d'invités potentiels. Tu étais clairement dans la liste. Fait que là, c'est juste une question de timing qui était parfait pour qu'on puisse te recevoir aujourd'hui. C'est de ma faute, là. C'est moi qui remettais ça à plus tard, mais non, je suis vraiment content d'être là, sans doute. Bon, good. Ben, je suis très content de te recevoir. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas sous le nom Olivier Bernard, probablement qu'ils vont te connaître sous le nom du pharmacien, personnage ou image de vulgarisation scientifique que tu as créé maintenant il y a plusieurs années. Ça remonte à combien d'années, ça? 2012, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai gradué comme pharmacien en 2004. Fait que j'ai pratiqué pendant un bout de temps. Puis 2012, j'ai essayé de partir mon blog. Donc, au début, c'était juste un blog avec des petites BD, des petites vidéos. Septembre 2012, ouais. Mais toujours dans l'optique de faire de la vulgarisation scientifique. Ouais, en fait, de faire de la vulgarisation, mais aussi d'essayer de départager le vrai du faux. Tu sais, ça a tout le temps été ça la base pour moi. C'est que déjà en 2012, déjà, il y avait un problème de prolifération de l'information. Moi, je le voyais dans ma pratique. Moi, j'ai commencé à pratiquer, dans le fond, pré-réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme Facebook, c'est apparu 2007 à peu près. Là. Exact. Donc, moi, à la fin de ma pratique, quand j'ai commencé à être pharmacien, je veux dire, il y avait pas... on se faisait pas challenger autant. Là. Non, c'est ça. C'était une autre game, c'était vraiment différent. Il y avait Internet, mais c'était pas comme aujourd'hui. Puis à un moment donné, là, j'ai senti le switch. J'ai senti que tout d'un coup, là, les gens commençaient à lire beaucoup de fausses informations. Ça commençait à prendre la place dans la pratique clinique. Puis je me suis dit... Comment est-ce que je peux essayer de faire quelque chose pour contribuer à ça positivement? Fait que tu as vu la transition parce que tu as commencé à pratiquer même avant la venue de tous ces médias-là versus tous les jeunes qui graduent maintenant ou ceux qui graduent dans les 10 dernières années. Ouais. Ils ont étudié avec la présence des réseaux sociaux et ils ont gradué. Maintenant, ils pratiquent avec... On dirait que les réseaux sociaux, ça fait partie intégrale maintenant du partage de connaissances en sciences, en santé, mais partout dans tous les domaines maintenant. Oui, totalement. Puis tu sais, moi, j'ai vu des switches très spécifique. Là. Je vais te donner un exemple. Là, en pharmacie, un médicament qui est super prescrit, c'est les médicaments contre le cholestérol, là, ce qu'on appelle les statines. Puis, on sort de l'université avec toutes tes belles connaissances, puis c'était facile. Là, les gens prenaient ça, on leur expliquait, nanana. Puis à un moment donné, on a senti, là, quand il y a eu des vagues là, où tout d'un coup, les gens lisaient toute la même information. Les gens arrivaient avec... Ils avaient tous lu la même nouvelle, ils avaient tous vu le même post viral. Puis là, tout d'un coup, c'était devenu un challenge. Les gens nous challenge. Donc là, tout d'un coup, il faut que tu penses carrément, il faut que tu te formes différemment. T'sais. Il faut que toi-même, tu t'éduques sur ce qu'il y a sur Internet, sur les croyances qui circulent. Ouais. Donc, c'est une vision complètement différente. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, ceux qui ont gradué comme toi plus tard, là, je pense que c'est juste quelque chose que vous avez déjà acquis. Ouais. Mais pour les gens de l'ancienne garde, là, je ne sais pas si je fais partie de ça, il y a eu un réajustement. Les réseaux sociaux, tu sais. Ouais, il y a eu un réajustement à faire. Puis ceux qui ne l'ont pas fait, ce réajustement-là, à mon avis, il manque vraiment quelque chose côté communication. Ouais. Mais en fait, c'est plus assez d'avoir les connaissances et les compétences. C'est en plein ça. Il faut que tu sois capable de gérer l'aspect comportement humain qui est à la source de la curiosité, de fouiller sur Google, d'arriver avec leurs idées préconçues. Puis, veux pas, ça rend le travail pas mal plus challengeant. Moi, d'un côté physio, quand je vois une entorse de cheville, je ne peux plus juste voir l'entorse de cheville. Il faut qu'on voit vraiment le portrait global avec la personne, ses préjugés, ses attentes, ses objectifs, ses croyances. Ouais, le gars qui pense qu'il y a une vertèbre déplacée ou un nerf coincé ou tout ça, tu sais, c'est... En fait, on peut être, comme professionnel de la santé, là, on peut soit être en résistance face à l'information que les gens vont chercher sur le web. On peut dire « Ah, c'est de la merde, je veux pas que les... » On peut dire aux gens comme « Fiez-vous pas là-dessus », puis on peut balayer du revers de la main, finalement, leurs besoins ou leur désir d'aller s'informer sur Internet. On peut faire ça. Moi, je trouve que c'est une erreur de faire ça. Je pense qu'au contraire, il faut essayer d'utiliser ça à notre avantage. C'est une bonne... Moi, je l'utilise beaucoup comme une opportunité de démarrer un échange ou une discussion. Tu sais, ah, vous croyez ça? Où est-ce que vous avez lu ça? Pourquoi? C'était quoi exactement? Ah ouais, c'était l'article. Hey, je l'ai lu moi aussi. Puis qu'est-ce qui vous a convaincu là-dedans? Puis là, d'un coup, tu es rendu dans une conversation avec une personne. Puis là, tu peux aller au fond des choses puis comprendre vraiment qu'est-ce qui l'a perturbé, qu'est-ce qui l'a accroché là-dedans, c'est quoi son réel désir, c'est quoi vraiment qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend de toi. Moi, je trouve que c'est une super belle opportunité. Oui, mais il ne faut pas le voir comme un affront. Exact. Il faut le voir comme une opportunité de communiquer, une opportunité d'échanger. Puis en fait, c'est d'aller à la source de qu'est-ce qui vous fait penser ça. Ouais. Ou qu'est-ce qui vous amène à croire ça. Oui, ça fait de nous, à mon avis, des communicateurs plus flexibles de voir les choses comme ça. Ouais. Puis c'est juste tu sais,
c'est là, je veux dire, les mauvaises informations sur Internet, là, ils sont là. Exact. Ils vont jamais disparaître. Non. Il va juste en avoir de plus en plus. Exact. Fait qu'on peut être contre ça puis lutter contre ça, mais c'est nous qui va perdre. Là. Exactement. Fait que longue intro pour dire qu'on va parler aujourd'hui de sujets qui peuvent être controversés, qu'on va essayer de rentrer dans les croyances, on va rentrer dans les mythes. Il y a des sujets controversés par rapport à la physio? Par rapport à la santé, clairement. Ah oui, la santé. Ouais, oui. Ça c'est sûr. Ben, en physio, tu serais surpris de savoir les débats qu'on peut avoir. En fait, une chance qu'on a des débats parce que communiquer puis échanger, ça fait partie de tout le temps se remettre en question. Totalement. Puis tu sais, le personnage que tu parles tout le temps du petit garçon qui posait trop de questions ou on tente de tuer l'espèce de... Je sais pas si c'est la curiosité des gens ou le fait de se remettre en question, puis ça contribue à tout le temps pousser les pratiques plus loin. Puis la science, au final, c'est ça. C'est on a des questions et on y répond avec des expériences, des études. Oui, puis il y a certains sujets dont on va parler aujourd'hui que, tu sais, il y a des gens qui sont pas contents quand je parle de ça. Tu sais, ils font comme, pourquoi t'oses remettre ça en question? Mais je suis comme... Mais c'est parce que c'est ça, la santé puis la science, c'est ça. C'est carrément c'est d'évaluer systématiquement ce qu'on pense pour vérifier si c'est vrai puis de se réajuster en cours de route. On fait ça en médecine, on fait ça en pharmacie, on fait ça en physio. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait pas dans les autres domaines aussi? Ouais. C'est un exercice qui est essentiel. Là. Ouais. Fait qu'on on a comme 3 sujets clés qu'on veut couvrir aujourd'hui. Ouais. On parle de massothérapie, on parle d'ostéopathie, on parle d'acupuncture. Puis comme à travers tout ça, on va parler de physiothérapie aussi parce qu'il y a beaucoup de liens à faire, veut pas, avec ça. Ben oui. Mais avant qu'on rentre dans chacun de ces sujets-là, j'aimerais ça t'entendre pour savoir c'est quoi la pertinence ou pourquoi est-ce qu'on devrait se fier sur la science en termes de soins de santé? Pourquoi c'est important la science en santé? C'est une super bonne question. Puis, tu sais, en ce moment, on est comme... Il y a comme une sorte de courant de pensée là, qui est un peu... De se dire que la science, c'est un point de vue. Ouais, que c'est une opinion. Oui, exact. Que la science, c'est une façon de voir les choses, puis qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Puis qu'on n'est pas obligé de se baser sur la science, puis tout ça. Puis c'est pas faux, en fait. Sauf que la science, c'est probablement le meilleur outil qu'on a pour tester des affirmations. T'sais. Donc, par exemple, si on fait une intervention en matière de santé, il y a des questions très simples qu'on peut se poser, du genre, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est sécuritaire? Puis ces questions-là, ben, la science, c'est une démarche qui nous permet d'arriver, à mon avis, aux meilleures réponses. Ouais. Donc, moi, c'est sûr que dans les choses qu'on va discuter aujourd'hui, puis c'est un des aspects dont on va discuter sûrement, il y a certaines choses là-dedans où ça vient... En fait, l'argument que les gens de ces domaines-là vont amener, c'est exactement ça. C'est moi, je trouve pas que d'aborder ce sujet-là sous l'angle scientifique, c'est le meilleur angle. Ouais. Et là, moi, où je suis en désaccord, c'est que je pense que c'est un manque de compréhension de c'est quoi la science. Ouais. La science, essentiellement, c'est de faire des observations, poser des questions, essayer de valider certaines hypothèses, puis raffiner notre raisonnement en cours de route, puis d'arriver avec certaines conclusions. Là, c'est très structuré. Ben, c'est juste une démarche structurée pour arriver à certaines réponses. Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Puis après, si les gens veulent amener d'autres concepts par rapport à ça, libre à eux de le faire. Mais en matière de santé, je pense qu'on a une obligation, en fait, de se baser sur la science, parce que pendant longtemps, la santé, ça n'a pas été basé sur la science. Ouais. Ça a été basé plus sur des feelings, des expériences personnelles. Des expériences personnelles, des anecdotes. Ouais. Puis, honnêtement, c'est depuis qu'on a introduit la démarche scientifique dans la santé qu'on a commencé à faire des gros progrès. Oui. Puis, un peu en sous-question à ça, pourquoi tu penses que c'est important, pas juste pour les professionnels de la santé, mais pour les gens en général, de 1, se remettre en question et de 2, de douter ou de questionner ce qu'on entend et ce qu'on lit? Ben, en fait, je te dirais que l'angle que j'ai envie de prendre pour ça, c'est que notre cerveau, il est vraiment, vraiment imparfait. Il est plein de défauts. Ouais. Puis, tu sais, c'est très, très, très facile dans la vie. En fait, on est 100% d'entre nous, on est victime de ça, mais on est victime de tous les défauts puis de tous les bugs de notre cerveau, finalement. Donc, c'est très facile de se faire, de se laisser croire qu'on comprend bien telle chose ou d'avoir certaines convictions par rapport à notre santé ou la santé en général. Puis à un moment donné, d'avoir l'impression qu'on en sait beaucoup là-dessus, qu'on a des expériences très profondes et très importantes, que là, tout d'un coup, on a envie de dire, mais ça, tout le monde devrait faire ça. Donc, tout ce qu'on appelle les biais cognitifs, par exemple, là, qui nous amènent à finalement un peu se conforter dans nos croyances. Donc, moi, je pense que sachant à quel point notre cerveau est programmé pour nous mener en bateau, finalement, puis nous
nous amener dans des directions qui ne sont pas bonnes. Mais je pense qu'on a tous un peu la responsabilité de comprendre ces mécanismes-là. Puis finalement, de justement dire, ben, OK, mes convictions profondes, là, ben, il y a peut-être une façon de vérifier si elles sont vraies. Puis il y a peut-être des choses qu'il faut que je prenne connaissance pour finalement les nuancer un petit peu. Exact. Puis veux pas, ça va tout nous affecter un jour ou l'autre parce que en termes de santé, tout le monde va être confronté à la maladie, la blessure, peu importe les médicaments, juste en général. Fait que tant qu'à ça, ben, tu devrais être au moins te questionner sur est-ce que ce que je pense qui est vrai est réellement vrai? Est-ce que des fois, j'ai des croyances qui peuvent nuire même à ma santé personnelle à moi? Tu sais? Oui, et puis ça, là, regarde, mettons que je donne 2 exemples concrets là, pour que ce soit moins abstrait. Là. Moi, par exemple, dans ma pratique de pharmacien, il y a des tonnes de choses qu'on fait. Puis le jour où je me suis dit, hey, je me demande d'où ça vient, ces affaires-là, tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'était basé sur vraiment pas grand-chose ou carrément des affaires fausses, des fois. Écoute, j'ai écrit un livre complet là-dessus. Là, mon 2e livre, c'est sur tous les traitements qu'on propose pour des problèmes de santé mineurs puis qu'on recommande en pharmacie. Écoute, il y a des tonnes d'affaires qu'on recommande juste par conditionnement. Là. C'est juste des affaires qu'on a intégré ça parce qu'à un moment donné, on a entendu telle affaire. On ne sait pas ça vient d'où nécessairement. Non, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On n'a jamais revérifié. On ne s'est pas mis à jour là-dessus. On continue à dire ça over and over and over. Ouais. Alors que c'est plus vrai, tu sais. Donc, c'est triste de penser que même des gens qui sont supposément hautement qualifiés, puis je parle de moi, mais c'est pareil pour n'importe qui. Tous les professionnels de la santé. Oui, exact. Là. Fait qu'on a un devoir de se remettre constamment en question. Puis pour les gens, essentiellement, c'est le même phénomène. Tu sais. Ouais. On est tous comme ça des fois. Là, on va lire sur Internet parce qu'on a un bobo quelconque. Puis là, on est sûr que c'est ce qu'on a lu. Tu sais. La certitude en matière de santé, là, même les scientifiques n'en ont pas en général. Oui, 100% d'accord. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que d'avoir un doute raisonnable, c'est quelque chose de souhaitable en matière de santé. Oui, tout à fait. Fait que rentrons dans notre sujet numéro 1, notre entrée de ce repas 3 services, la massothérapie. Mm-hmm. En fait, toi, t'as ta saison qui va sortir, en fait, ta nouvelle saison des Aventures du pharmacien qui va sortir. Puis en fait, il y a un épisode sur la massothérapie. Ouais. Donc, tu as déjà fait la recherche, tu as déjà fait ce travail scientifique-là. Ouais, il est tourné, monté, il est juste pas diffusé. Il est juste pas diffusé. Fait qu'à venir à l'hiver 2021. Ouais, janvier, février, quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que les gens pourront compléter la conversation, mais ils vont avoir un petit aperçu, un petit teaser. Ouais. C'est quoi que la démarche par rapport à cet épisode-là t'a amené à réaliser sur la massothérapie par rapport aux mythes, aux réalités? Qu'est-ce qu'on sait qui est vrai puis qui n'est pas vrai? Puis qu'est-ce qui est important de déconstruire ou qu'est-ce qui est important d'aborder par rapport à cette thématique-là? Ouais, c'est une super bonne question. Puis en fait, cet épisode-là, il part vraiment d'une quête personnelle. C'est-à-dire que moi, des massages, j'en ai eu souvent, j'aime ça, j'en recommande souvent aux gens aussi. Mais quand on se fait masser, c'est un univers que pour moi qui est très bizarre. L'expérience autour, tu veux dire? Oui, exact. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans un massage auxquelles moi, comme consommateur, je ne m'attends pas, que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Puis j'ai comme accumulé toutes ces choses-là pendant des années. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a clairement quelque chose à faire avec ça. Puis je te donne des exemples super concrets. Là. Ouais. Tu te fais masser. Puis moi, pendant des massages, des fois, là où la massothérapeute va me faire comme, d'un coup, fait une espèce de... fait comme ça là, avec son doigt, puis fait ça. Une genre de vibration sur la peau. Une sorte de petite affaire comme ça, là, tu sais. Ouais. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ou il va te prendre des fois les mains comme ça, puis là, il met ça sur ta tête, puis là, il bouge pas. Puis là, ça dure comme genre 1 minute, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ou quand à la fin d'un massage, ils te demandent, ils te disent, là, il faut que tu boives beaucoup d'eau, là, tu sais. Toutes sortes de choses où moi, je suis comme, me fais masser, là. Je veux dire, c'est un massage, c'est un mouvement, c'est... Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai accumulées, puis je me suis dit, pour moi, ça n'a pas de sens. Fait que je vais aller essayer de comprendre d'où ça vient. Puis est-ce qu'il y a un fondement à toutes ces affaires-là? Puis qu'est-ce que ça t'a amené à découvrir, en fait? Bien, ça m'a amené à découvrir que, fondamentalement, là, je pense qu'on pense peut-être au massage pas exactement de la bonne façon. Ouais, c'est ça. C'est qu'on aime croire, puis ça plaît à l'esprit, là, je veux dire, que de faire une manipulation concrète sur des structures musculo-squelettiques, que ce soit des muscles, des tissus profonds, des fascias, des tendons, whatever, OK? On aime croire qu'avec ces manipulations-là en superficie, on peut avoir des effets très importants, puis surtout des effets durables. Ouais. Hein? Donc, je vais te masser, puis 2-3 fois ou régulièrement, puis etc., je vais régler tes problèmes de dos, je vais casser tes tensions. Tu as des tensions qui sont résistantes au niveau de tes muscles, peu importe, mais moi, je vais les briser, ces tensions-là.
ça plaît à l'esprit. Puis même moi, là, je m'étais jamais remis en doute là-dessus. Tu as une tension, tu vas l'amasser, c'est un morceau de viande. C'est comme quand tu fesses un steak avec un couteau. Ben, pas un couteau, là, mais comment ça s'appelle? Là? Il y a voyons... attendrir, un attendrisseur de viande. Là, genre de marteau ou de masse. Là, où ça ressemble à... exact. À force de gosser sur des tensions, ben, tu n'auras plus ces tensions-là. Puis finalement, en étudiant ça un peu plus, tu te rends compte que c'est peut-être pas tout à fait vrai, c'est peut-être pas si plausible que ça. Puis ça t'amène à des questions encore plus profondes, genre, ben attends, mais avoir une tension musculaire, qui a dit que c'était quelque chose qui nécessitait une intervention, tu sais? Qui a dit que c'était mauvais? Qui a dit que c'était mauvais? Puis en plus, qui nous dit que ça part du muscle? Est-ce que ça part d'ailleurs? Puis là, à un moment donné, là, tu remontes loin en tabarnouche là-dedans. Là, fait que pour moi, ça a été beaucoup un exercice de voir qu'est-ce qui est plausible là-dedans, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis, si tu veux, on peut parler d'affaires plus spécifiques aussi. Oui, mais tu peux y aller, vas-y. Ben, bon, exemple. Quand tu masses, là, jusqu'où tu peux te rendre exactement, tu sais? Donc, en termes de profondeur, qu'est-ce que tu peux atteindre? Ben, comme tous les massages de tissu profond, par exemple, est-ce que c'est si bien appuyé scientifiquement que ça? Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est que pas tant que ça. En termes de quoi, par exemple? C'est pas appuyé par rapport à leurs effets court terme, long terme, effets sur la douleur, sur la fonction? Ben moi, j'ai l'impression que c'est toutes ces réponses, en fait. Là. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même limité ce qu'on est capable de transmettre comme effet. Par exemple, ça peut être tentant de dire « OK, je vais aller vraiment chercher des structures profondes, des choses comme ça avec une manipulation ». Écoute, le transfert là, que tu es capable de faire avec tes doigts, puis qu'est-ce qui se transfère en bout de ligne, puis qu'est-ce que tu as comme impact sur le muscle, par exemple, ou des affaires profondes. Tu sais, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai pas l'impression que c'est si clair que ça. Après ça, puis là, en passant, là, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, moi, dans l'épisode, je prétends pas être un expert du sujet. Là, j'ai interviewé des spécialistes, des choses comme ça. Ouais. Puis on fait une revue de littérature, etc. Fait que ça, c'est déjà un aspect. Puis moi, l'aspect qui m'a le plus peut-être interpellé ou troublé par rapport à ça, c'est, par exemple, de dire qu'il faut masser des tensions, il faut défaire les tensions, puis finalement, ça repose pas sur grand-chose, selon ce que j'ai compris. Ou en fait, de dire que c'est la cause du problème. Oui, exactement. Parce que la massothérapie a clairement sa place dans le réseau, dans les soins de santé en général, dans le bien-être des gens. Totalement d'accord. Tout à fait, dans la détente. C'est peut-être juste de faire attention à ce qu'on pourrait dire que la massothérapie a comme effet ou les affirmations qu'on fait par rapport à ça, comme même, je dirais, plusieurs interventions de physiothérapie aussi. Il faut faire attention à ce qu'on véhicule par rapport à ça. Puis c'est peut-être ça, des fois, la nuance, c'est que le message perçu est mauvais ou l'explication de l'intervention par celui qui la donne peut être erronée à ce niveau-là. Oui, exactement. Puis tu sais, même la plupart des gens qui se font masser, c'est même pas pour des pathologies. Tu sais, vous autres, en physiothérapie, c'est principalement une approche de pathologie. Là, les gens viennent voir quand ils sont maganés. Tu sais. Ouais. Fait que ça, déjà, c'est une chose. En massothérapie, la plupart des gens n'arrivent pas là maganés ou en tout cas, ils vont dire « j'ai des tensions dans le cou, j'ai des tensions dans le dos. Il faut que tu me défasses ces tensions-là. » Tu sais. Puis, on s'entend, un massage, ça fait du bien. Tout à fait. Après un massage, on se sent mieux. Mais après ça, la question, c'est est-ce que le bienfait va au-delà de quelque chose de court terme, puis deux, quelque chose de purement subjectif. Puis la réponse, ça semble être non en grande partie. Ouais. Par exemple, tu as des revues systématiques qui ont été faites sur est-ce que les douleurs dans le bas du dos, c'est soulagé par les massages. La réponse, c'est oui à court terme. À long terme, pas sûr. Oui, ça, c'est clair dans la littérature. Donc, tu sais, déjà, tu es comme donc on règle pas vraiment le problème de dos, mais ça fait du bien. Fait que moi, ce que je comprends du sujet en massothérapie, puis tu sais, on s'entend dans mon épisode, c'est quand même un exercice quand même assez superficiel la question parce que c'est très grand public. Ouais. Mais moi, ce que je comprends, là, c'est qu'essentiellement, la massothérapie, c'est des mécanismes qui sont neurophysiologiques. Ouais. Donc, qui est un mot à la mode. C'est un mot à la mode, mais en même temps, c'est une idée qui est super simple. C'est que tu pèses sur des structures, tu provoques l'activation de toutes sortes de mécanismes à l'intérieur, sécrétion de toutes sortes de choses. Endorphines, etc. Oui, exactement. Des médiateurs inflammatoires, des choses comme ça, nanana. Il y a une réponse, évidemment, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est profondément agréable. Il y a un bienfait qui est purement subjectif. Puis après ça, peut-être que c'est juste ça. C'est peut-être juste ça, en fait. Puis ça pourrait expliquer l'effet à court terme. Puis ça pourrait être très correct que ce soit ça. Ça enlève pas la place que la massothérapie a dans les soins de santé. Au contraire, moi, je trouve que c'est déjà énorme. Là. Exact. Combien d'interventions qu'on peut faire qu'après, ça t'apporte un bien-être qui est souvent
pour beaucoup de gens, immense. Là. Et immédiat, souvent. Immédiat, immense, OK, à court terme, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu sais? Fait que, puis un exemple que je donne dans l'épisode, c'est il y a beaucoup de sites web de massothérapie, même des associations de massothérapie qui disent que la massothérapie aide à prévenir et guérir la dépression. Moi, quand on fait une affirmation comme ça, c'est sûr que ça m'accroche mon côté sceptique. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont gosser en disant « Oui, mais Olivier, là, quelqu'un qui est déprimé, là, tu peux pas t'opposer à ce qu'il se fasse masser puis qu'il se sente mieux puis qu'il soit détendu puis que ça lui fait du bien puis tout ça. » Je suis comme, mais exactement. Mais c'est peut-être juste ça. Tu sais, je veux dire. Puis finalement, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est ça, finalement. Tu sais, c'est des bienfaits subjectifs. Tu as une personne qui a une certaine souffrance mentale, un certain stress, ça la détend, il y a une relaxation associée à ça. Mais si c'est juste ça, l'effet, là, ben c'est déjà très cool, tu sais. Ouais. Ben en fait, c'est que cette affirmation-là, c'est de l'extrapolation d'un effet sur des symptômes ou des signes de quelque chose. Tu sais, on reprend le même exemple, la dépression. Ben, la dépression, souvent, ça vient souvent avec des douleurs musculo-squelettiques. Mal de dos, mal de cou, tension, peu importe. Ouais. Donc, des symptômes. Ça vient souvent avec une détresse psychologique, peut-être de l'anxiété, de la panique. Donc, un niveau d'état d'alerte qui est peut-être un peu trop vigilant aussi. Et donc, clairement que la massothérapie, si ça a un bienfait relaxant, mais c'est clair que ça a un effet sur les symptômes de la dépression ou l'humeur ou la perception de bien-être. Mais on ne traite pas la maladie. Là. La dépression, c'est quelque chose de chimique dans le cerveau qui est mesurable concrètement. Là. Exact. C'est différent. Il faut juste faire attention, encore une fois, comme je disais tantôt, c'est la façon qu'on explique l'intervention. Oui, puis ça peut avoir l'air subtil, tu sais, puis il y a peut-être des gens qui vont nous écouter puis qui vont faire « Ouais, c'est pas un peu du gossage, pas un peu jouer avec les mots, puis tout ça. » Non, parce que quand tu lis sur les sites web de massothérapie, puis même des associations de massothérapie, il y en a des tonnes, là, ils font des affirmations quand même assez intenses, là. Je veux dire, comme ils prétendent être capables de prévenir et même soigner des dizaines et des dizaines et des dizaines de problèmes de santé, et ils affirment ça comme si c'était quelque chose de certain et une certitude. Et ça peut aller loin, ces choses-là, comme ça. Donc, je pense que nous, dans le domaine de la santé, on est en droit, puis on a même un devoir de ramener ça un petit peu puis de dire « Attends un petit peu, là. OK? Comme, est-ce qu'on est en train de dire que ça guérit puis que ça prévient vraiment ou que ça apporte un bien-être subjectif qui peut aider pour un paquet de problèmes de santé, tu sais? » Ouais. Moi, je trouve que c'est important de faire cette distinction-là. Oui, tout à fait. Parce que visiblement, dans le domaine, il y a un manque de... Ben, en fait, il n'y a pas d'encadrement, très peu d'encadrement. Là, il n'y a pas d'ordre professionnel, etc. Et ça laisse place à un paquet d'affirmations qui vont vraiment dans tous les sens. Ouais. C'est un peu le Far West, là, si on veut. Mais c'est le fléau de ne pas avoir d'ordre professionnel derrière une profession de la santé. C'est qu'on n'a pas de régulation sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et c'est quoi la formation pour devenir X ou Y. Oui, c'est ça, exactement. Puis dans l'épisode, d'ailleurs, moi, je suis allé interviewer la principale association, si on veut, de massothérapeutes qui, eux, visent à devenir un ordre professionnel éventuellement. Puis moi, puis la présidente, je pense que c'était son terme là, de l'association, on se parlait, là, puis on était d'accord sur tout. Là, ben oui, c'est ça, exactement. On était d'accord sur tout. Elle est d'accord avec moi et comme genre, ben oui, effectivement, il y a full d'exagération en massothérapie. Oui, il y a plein de choses qu'on dit qui n'ont pas de sens. Oui, il y a plein de recommandations qu'on fait pour que boire un verre d'eau à la fin, c'est pour éliminer les toxines. OK, on ne devrait pas dire des affaires de même. Fait que, tu sais, elle est d'accord. Fait que la seule solution, c'est d'encadrer. Là. Et c'est pas spécifique à la massothérapie, ça s'applique à plein de domaines, même des domaines qui sont régis par des ordres professionnels. Des fois, certaines personnes, mais là, c'est peut-être de façon individuelle, vont dire des choses qui n'ont pas rapport ou qui n'ont pas d'allure. T'sais. Non, puis c'est tout à fait. Là. Puis moi, cet exercice-là de décortiquer les arguments, je veux dire, je le fais pour la pharmacie aussi. Ouais, exactement, c'est ça. Je veux dire, c'est pas propre à la massothérapie. C'est juste que la massothérapie n'ayant pas d'encadrement formel, disons qu'il y a un... Je dis dans l'épisode que c'est un domaine qui est, à mon avis, très contaminé par les pseudosciences. Ouais. Puis c'est dommage parce que moi, comme client, puis peut-être que je ne suis pas un consommateur moyen, là, OK? Mais moi, quand je m'en vais voir un ou une massothérapeute, je m'attends à ce qu'il y ait un minimum de science dans ce qui est fait. Puis oui, je recherche un bienfait subjectif, mais en même temps, si le massothérapeute, dans sa tête, est convaincu qu'il faut qu'elle m'appuie sur des points gâchettes pour défaire des tensions, puis que ça, c'est pas appuyé scientifiquement, ben un, elle me fait des affaires qui servent à rien, puis deux, elle peut me faire des affaires qui me font pas si bien que ça. Puis je l'ai pas mentionné au début, mais moi, une grosse partie de ma quête, c'est que moi, là, je me suis souvent blessé, en fait, en m'auto-massant ou en me faisant masser. Ah ouais?
comme les fameux points gâchettes, là, les trigger points, Ouais. okay? Très populaires en massothérapie. Les nœuds, ou dans le langage populaire, les gens vont appeler ça les nœuds. Les nœuds musculaires. Tu as un nœud, là, puis là, ben, les massos, ils disent « Ah, je le sens, tu as un nœud ici. » Fait que là, ils te gossent sur ce point-là là, pendant vraiment longtemps. J'inclurais, c'est pas absolu au masso. Ah non, non. La physio peut faire ça aussi. Il Okay. y a des physiothérapeutes, je vais inclure ça là-dedans. Juste Parfait. pour pas qu'on pitche les roches, seulement... Ah ben tu fais bien de m'amener ça, tu vois, parce que je suis peut-être moins au courant de si ça se fait en physio. On en parlera après. OK, parfait. Ben, tu sais, cette idée-là, encore là, plaît à l'esprit, mais est-ce que c'est si appuyé scientifiquement ça, les trigger points, les nœuds, puis tout ça? Pas tant que ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, Ouais. mais c'est probablement beaucoup moins clair que ce qu'on voudrait croire. Premièrement, des fibres musculaires, ça peut pas faire de nœuds. Là. Ça va pas faire ça. Là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de nœuds. Puis après ça, les trigger points, on le sait, les points gâchettes, c'est un point où tu as mal, que quand tu pèses dessus, là, ça fait vraiment du bien, là, sur le coup. Ouais, ben c'est comme un mal qui fait du bien, là, des fois, que les gens vont dire. Là. C'est un mal qui fait du bien. Puis il y a beaucoup de massages que moi j'ai reçus dans ma vie où on dirait que le but de la physiothérapeute, pas la physiothérapeute, mais la massothérapeute, c'était un peu de faire ça, tu sais. Je vais appuyer là-dessus, ça va te faire vraiment, vraiment mal. Mais si tu reviens souvent me voir, ça va arrêter de faire mal, OK? Ben, sais-tu quoi? C'est pas si vrai que ça, finalement, tu sais. Par exemple, moi, j'ai un point, là, j'en ai un trigger point, entre guillemets, là. Puis d'ailleurs, je le dis, là, s'il y a des gens qui écoutent, là, s'il y en a qui maïssent et qui veulent me trouver mon point faible, c'est le trigger point. Oui, exactement. Là, c'est dans mon omoplate gauche, dans le milieu, là, j'ai un point. Puis moi, là, l'affaire, c'est que si on appuie là, je fais des torticolis. Okay? Ah ouais? Ouais. Puis je suis obligé de dire au massothérapeute, je le sais qu'à cet endroit-là, vous allez me dire que j'ai de la tension, que j'ai des points, que j'ai des ci, du ça. Je veux pas que vous touchiez à ça. Okay? Ouais. Puis quand je leur dis ça, là, ça les fâche souvent. Ça les fâche parce que c'est comme si je viens de leur enlever leur outil principal qui est, ben oui, mais qu'est-ce que tu viens de m'enlever ma méthode de Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je fais comme masso si je ne suis pas une personne qui va défaire tes tensions? Ben moi, c'est pas à ça que je m'attends des massothérapeutes. Ouais. Ben, d'où la gestion des attentes qui est importante dans n'importe quelle consultation. Puis ouais. là, le point que je voulais amener, c'est que la physiothérapie, c'est large, dans le sens que c'est une profession qui est très spécifique, mais qui est en intervention auprès de plusieurs clientèles. Puis on va parler de ce que moi je connais, puis de ce que les gens vont connaître plus souvent, c'est la physiothérapie musculo-squelettique. Fait que les blessures, les bobos, les douleurs orthopédiques, les muscles, les ligaments, les tendons, les os. Puis dans la physiothérapie, il y a plusieurs éléments. Puis une partie des éléments, c'est les interventions manuelles. Fait qu'on va parler de thérapie manuelle. Fait que ça peut être le traitement des articulations, le traitement des nerfs, ça peut être le traitement des muscles. Puis il y a plusieurs personnes qui peuvent se former dans différentes approches à ce niveau-là, dont l'approche qu'on va appeler plus myofasciale, ou qu'on va traiter les fascias, les muscles. Puis ça va plus rentrer dans la catégorie de massage ou de massothérapie. Les gens peuvent appeler ça thérapie musculaire ou thérapie fasciale, peu importe. Ouais. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un monde idéal, rigoureux, scientifique, ce n'est qu'une petite proportion de l'intervention. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent « Ah, j'ai déjà fait de la physiothérapie, ça marche pas. » Ben, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé quelque part te faire plugger sur une machine électrique? Après ça, tu allais à un autre table, on te massait un peu. Tu allais quelque part faire tes exercices tout seul pendant que personne ne te regarde puis tu t'en allais chez toi? Si oui, ben, tu as fait de la physiothérapie poche. Tu comprends? Totalement d'accord. Puis, c'est pour ça que des fois, je parle que c'est pas important nécessairement tout le temps la profession, mais plus qu'est-ce qui se passe quand tu vois la personne. C'est quoi la prise en charge globale, tu sais? Puis pour une prise en charge d'une blessure, c'est pas la thérapie manuelle seulement tout seul qui devrait être l'élément majeur. Ça devrait être la compréhension complète de cet être humain-là dans son bobo. Fait que ses facteurs psychosociaux, les conflits à la maison avec l'employeur qui joue sur la douleur. Après ça, la mécanique ou la biomécanique du mouvement, les exercices thérapeutiques. Tu sais, regarde n'importe quelle blessure musculo-squelettique dans la littérature. Exercise therapy va être partout dans les recommandations. Parce qu'on sait qu'en général, le mouvement, c'est bon. Après ça, ça peut être un autre débat sur c'est quoi les bons exercices. Puis on peut avoir du fun dans ce débat-là. Mais ça revient au point que la majeure partie, c'est pas l'intervention manuelle. Non. Puis on ferait n'importe quelle étude, OK, où on prendrait quelqu'un, on comparerait avec juste une intervention manuelle. Fait que la personne, elle rentre les yeux fermés, elle n'entend rien, on y dit rien, on y gosse, peu importe ce qu'on fait.
les gens ils ne seraient pas mieux sur le long terme par rapport à une approche basée sur l'éducation, la compréhension du diagnostic, l'éducation sur quoi faire, pas faire, rassurer par rapport aux croyances, rassurer par rapport à l'anxiété du diagnostic. Fait que dans la physiothérapie, il y en a beaucoup d'approches passives, puis elles ont leur place dans certains contextes à modération selon le diagnostic, mais c'est pas spécifique à la massothérapie. Mais l'affaire avec la massothérapie, c'est que si ce n'est que ça l'intervention, ben c'est un problème. Si on parle de guérir une condition musculo-squelettique, si on parle de soulagement, court terme, de bien-être, de détente, là, je suis 100% all-in avec ça. Mais cette nuance-là. C'est une question d'allégation. Moi, c'est toujours ça l'affaire. Puis je le sais que je vais avoir du backlash pour mon épisode de massothérapie. Je le sais que je vais me faire ramasser par plein de monde, incluant des massothérapeutes. Ouais. Mais c'est une question d'allégation. Moi, c'est tout le temps ça. Puis ça a été la même affaire pour l'épisode d'acupuncture. Ça a été la même affaire pour l'ostéopathie. C'est comme, si on affirme telle chose, là, OK, ben, on devrait avoir un certain niveau de prudence dans ce qu'on affirme en fonction de ce qui est, disons, raisonnable de dire scientifiquement. Moi, c'est juste ça. Si vous n'êtes pas sûr de votre allégation puis de votre affirmation, faites-la pas. Ouais, c'est ça. C'est juste ça l'affaire. Ouais. Okay? Faut que tu sois capable de backer ce que tu dis. Ben, exactement. C'est pas de remettre en question tout ce qui se fait, puis etc. C'est juste ça. Puis je trouve ça tellement intéressant de t'entendre, puis c'est clair que tu es un bon physiothérapeute parce que c'est comme... c'est hot ce que tu dis parce que c'est ça l'affaire. C'est que si on pense qu'on va tout régler en faisant juste une intervention juste purement manuelle, ben, il est là le problème. En même temps, d'avoir une manipulation quelconque ou de la mobilisation, on n'est pas contre ça, personne. Là, non, c'est ça. Ça a sa place quand c'est bien approprié. Là. Oui, puis moi, de la physio, là, j'en ai fait toute ma vie. Là, j'ai des blessures sportives, là, j'en ai tout le temps. Puis effectivement, moi, si j'allais voir un physio puis qui me faisait juste une sorte de massage ou une sorte de mobilisation, puis qui me faisait juste des des électrothérapies. Des électrothérapies ou des choses comme ça. Je te voyais sourire tantôt quand j'ai parlé de ça. Mais, tu sais, puis je suis tout le temps curieux de demander aux autres professionnels de la santé, pour vous, c'est quoi la physiothérapie? T'sais? Mais pour moi, c'est des exercices. Ouais. Puis écoute, regarde, moi, je me bats avec ça. Moi, comme pharmacien, j'envoie beaucoup des gens consultants en physiothérapie. Okay? Ouais. Parce que les gens en pharmacie, là, c'est pas compliqué. Ils viennent, ils ont mal, ils veulent des anti-inflammatoires, ils ont des tendinites ou whatever. Okay? Puis ils disent, donne-moi des anti-inflammatoires. Puis là, ils disent, je suis allé chez mon chiro la semaine passée, je suis allé chez mon ostéopathe, nanana, des choses comme ça. Puis là, moi, là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? T'sais? Puis moi, je recommande souvent en physiothérapie, mais d'emblée, là, je sens tout de suite, les gens me disent, par exemple, j'ai déjà fait ça, de la physio, puis tout ça, puis je suis comme, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? C'est ça, exactement, tu sais. Puis pour avoir fait beaucoup de physio, je le sais que moi, exemple, je donne un exemple, j'ai une blessure au pied en ce moment depuis des mois, là. Ben, ma physiothérapie que je fais, là, moi, à mon avis, je vais la faire pendant des années. Peut-être même que je vais tout le temps la faire. Tes exercices, dans le fond? Mes exercices, à mon avis, là, je vais les faire pendant 2-3 ans, peut-être plus longtemps que ça. Je m'en fous, honnêtement, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui a le goût, qui a la motivation, qui a le temps de faire ça, tu sais. Ouais, mais tu parlais d'anti-inflammatoires, ce qui est super pertinent. Je sais pas si... En fait, ça, c'est quelque chose qui choque aussi. Parce que dans l'épisode 1 de mon podcast, j'en ai parlé avec Blaise Dubois, qui est le créateur-fondateur de la Clinique du Coureur. Je connais. Bon, puis tu connais donc le Peace and Love? Ou t'as-tu entendu parler du Peace and Love? Oui, c'est le remplacement du Rise Price Police. Bon, ouais. On sait hors de tout doute qu'en termes de blessures aiguës, donc entorse, claquage, déchirure musculaire, les anti-inflammatoires font plus de tort que de bien chez ces personnes-là. Fait que donne des anti-inflammatoires à toutes ces personnes-là, c'est sûr qu'ils sont mieux court terme. On le sait, là. Ça aussi, c'est très clair. Ça diminue la douleur, ça améliore la fonction à court terme. Mais, fais un contrôle à 3 mois, 6 mois, 1 an. Les personnes qui ont pris des anti-inflammatoires sont moins bien. Ils récupèrent moins bien et c'est à cause qu'on fragilise les tissus. Puis ça, il l'a clairement expliqué dans cet article-là, avec l'article qu'ils ont publié du Peace and Love. Ça fragilise tous les types de tissus. Les os, les ligaments, les tendons, les muscles. Fait que c'est pas spécifique à une blessure. Puis si tu vas voir un médecin à l'urgence ou en clinique à cause d'une entorse de cheville, d'un claquage, whatever, c'est sûr que tu ressors avec des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires. Puis ça, c'est un gros problème. Mais c'est pas le problème, c'est pas les médecins le problème. C'est que c'est quoi l'approche gratuite en première ligne qu'on a dans notre système de santé? C'est les médecins.
Il n'y a pas de physio en première ligne. Là, il y a quelques essais cliniques qui sont faits avec des physiothérapeutes à l'urgence. Puis, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais les résultats sont incroyables là, avec les physiothérapeutes à l'urgence. Je ne comprends pas. Puis, c'est juste de mettre les bons professionnels au bon moment, au bon endroit. Puis, mais tu sais, les anti-inflammatoires, c'est un gros fléau. Sais-tu combien de millions de personnes que ça tue à chaque année aux États-Unis ou que ça affecte, puis des milliers que ça tue aux États-Unis? C'est énorme. Je ne sais pas si ça tue, honnêtement. Il y a eu beaucoup de nouvelles par rapport à ça, par rapport au fait que ça cause des incidents cardiovasculaires, des affaires de même. Mais les augmentations de risque, c'est dans l'ordre de 0,1 à 0,3 %. Je ne dirais pas que ça tue du monde, mais ça cause des saignements gastro-intestinaux, des choses comme ça. Puis c'est clairement une classe de médicaments qui est surutilisée, à défaut d'avoir une autre intervention qu'on peut recommander en première ligne, comme tu dis. Puis aussi, l'affaire, c'est que puis je ne vais pas blâmer les médecins ou les pharmaciens. Non, pas du tout. Parce que moi aussi, je me retrouve souvent dans des situations où la personne vient me voir, puis elle souffre. Puis là, il faut qu'elle travaille. Tu sais, moi, j'ai du monde qui vient me voir, là, genre un préposé aux bénéficiaires ou quelqu'un qui travaille dans un McDo ou peu importe, là, puis ils ont une tendinite là, qu'ils sont plus capables de plier à la main, puis tout ça. Là, puis là, je suis comme... En même temps, là, cette personne-là, j'ai bien beau dire, va faire la physio, puis etc., mais elle a besoin d'un soulagement tout de suite. Puis, faut qu'elle aille au travail demain. Pour gagner son salaire. Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de situations. Je trouve juste que c'est juste plate que ça soit juste ça. Souvent, c'est juste ça qu'on recommande. Puis moi, je le dis aux gens, je dis, OK, là, c'est vraiment important que vous alliez en physio. Puis là, votre physiothérapie est supposée inclure des exercices que vous allez faire à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis je le sais que ça va être chiant, mais il va falloir que vous les fassiez. J'essaie de prévenir toutes les étapes de problèmes et d'affaires en sachant pertinemment que quel pourcentage des gens en bout de ligne vont juste faire je vais juste prendre l'anti-inflammatoire. Puis c'est comme un peu comme on disait tantôt, toutes les interventions doivent être dans le coffre à outils, puis ils ont toute leur pertinence au bon moment. Faut juste pas tout le temps dire que c'est unimodal. C'est une seule intervention qui va guérir tout. Fait que les anti-inflammatoires, la masso, ou peu importe de quel sujet qu'on va parler, c'est important d'avoir une approche globale. Puis il y a aussi une question de prévention, là, veux pas, mais une fois qu'on a des bobos, ben là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les meilleures évidences pour pas que les gens chronicisent avec leurs blessures, avec leurs douleurs? Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment... moi, je suis quelqu'un qui... Tu sais, mon approche est beaucoup toujours par les habitudes de vie, puis etc. Donc, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a tendance à donner des médicaments facilement, puis à en prendre aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, moi-même, là, prendre des anti-inflammatoires, il faut vraiment que je sois rendu à un niveau où... ça t'empêche de dormir ou quelque chose comme ça? Là? Ben, tu sais, oui, là, tu sais, c'est rare que j'en prends pour moi-même, tu sais. Mais en même temps, je veux pas qu'on s'enlève nécessairement cette option-là. Puis, tu sais, je connais Blaise Dubois, puis, tu sais, je sais aussi qu'il ne trippe pas sur la thérapie purement manuelle, si je ne me trompe pas, puis etc. Tu sais. Mais après, il y a aussi une question d'ajustement en fonction de qu'est-ce que la personne attend en face de toi. Exact. Puis c'est super important de tenir ça en compte. Puis un exemple super précis, j'ai fait un autre épisode cette saison-ci sur la cryothérapie, toutes les thérapies de froid, faire des bains de glace. Iceman, là? Ben, entre autres, Wim Hof. Ça en a parlé un peu, la méthode Wim Hof, oui, c'est ça, mais aussi, tu sais, carrément prendre des bains de glace pour la récupération, des choses comme ça. On se rend compte finalement que la glace, on a dit bien des affaires là-dessus, puis que finalement, on savait pas trop de quoi on parlait là, en disant que ça allait diminuer l'inflammation chronique, des affaires de même. C'est pas si certain qu'on pense. Mais en même temps, comme un exemple, je parlais à un physiologiste du sport à l'INS, à l'Institut national du sport, qui me disait, en gros, la glace, là, c'est probablement plus un analgésique qu'autre chose, tu sais. Mais crème, un analgésique, c'est le fun en tabarnouche pareil. T'sais. Ouais, mais même, en tout cas, dans le Peace and Love, il en parle des études par rapport à la glace, puis c'est pas tout le temps si clair que la glace a un effet analgésique vraiment puissant, mais encore une fois, c'est ça. Mais si ça l'est, mettons, là, comme, mettons, puis encore là, regarde, mettons, moi... on parle souvent d'expérience personnelle. Là, moi, il y a certaines blessures où je me suis traité avec de la glace. J'avais l'impression que ça faisait rien. Puis il y a d'autres blessures là, que quand je me suis mis de la glace, ça me faisait vraiment du bien. C'est-tu un biais cognitif? C'est-tu un conditionnement? Parce que je me dis, de la glace, ça va me faire du bien. Puis j'imagine que ça me fait du bien. Je m'en sac pas mal. Ça me fait du bien. Fait que moi, quelqu'un qui vient me voir et qui dit, là, je me mets de la glace puis tout. Fine. Tu comprends? Ben, de toute façon, la science est très fragile en ce moment là-dessus. On ne peut pas dire hors de tout doute. Ce qui semble, c'est qu'il y a une légère tendance vers ça semble plus nuire qu'avoir un bénéfice. Mais là, je parle vraiment des blessures aiguës. Oui, c'est ça. Mais la science est fragile. Fait que ça semble pas être quelque chose qu'on doit dire danger. T'sais. Mais dans les blessures aiguës, les anti-inflammatoires sont plus démontrés comme ça en ce moment. Encore une fois, il faut tout le temps départager
l'aspect global de l'historique de la blessure et tout ça. Oui, c'est essentiellement là, le résumé de tout ce qu'on vient de jaser, c'est le recours systématique à... Exact. On ne peut pas dire que c'est tout le temps ça. C'est correct si tu as des méchantes bonnes preuves. Ouais. Fait que quand tu n'as pas des si bonnes preuves que ça, finalement, ça devrait peut-être pas être une recommandation automatique. Ouais. Puis, c'est ça. Physio, je pense que votre profession souffre beaucoup d'une mauvaise compréhension du public de qu'est-ce que c'est. Ouais. Vous avez d'autres professionnels aussi qui prétendent faire la même chose que ce que vous faites en utilisant complètement d'autres approches. Ostéo, chiro, masso, des fois même. Mm-hmm. Donc, je trouve que je me mets à votre place, c'est pas si évident que ça de tirer son épingle du jeu puis de dire voici ce que je peux vous apporter concrètement. Puis en plus, que ce que vous avez comme approche, à mon avis, qui est le plus hot, c'est toutes les exercices que les gens peuvent faire à la maison, qui est souvent la partie que les gens font comme je vais tout faire sauf ça. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas mal ça, surtout qu'il faudrait que tu fasses, tu sais. Oui, puis tu peux faire des exercices que c'est pas le bon exercice, tu sais. Puis moi, je suis coupable de ça souvent. Puis moi-même, je le dis aux gens, là, je suis un professionnel de la santé qui est supposément comme quelqu'un qui promouvoit l'esprit critique. Mais moi-même, je me blesse. Puis la première chose que je fais, c'est que je m'en vais moi-même me faire mon propre programme de physio sur Internet. OK? Ouais. Puis après ça, j'y vais consulter en physio, mais des fois, c'est long, nanana. Puis finalement, mon physio fait comme ouais, tel exercice, fais pas ça parce que ça, par rapport à premièrement, ce que tu as, c'est pas ce que tu pensais que tu avais. Ouais, c'est ça. Puis deuxièmement, cet exercice-là, tu vas t'empirer en faisant ça. Puis là, je suis comme oh shit, tu sais. Ça rentre dans l'explication de qu'est-ce qui se passe, puis une fois que tu comprends la pathologie ou tu comprends la blessure, tu sais comment la gérer. Puis, tu sais, un des éléments que tu as parlé, des fois, on a une mauvaise conception de ce que c'est la physio, mais je pense aussi que ça vient de, tu sais, il y a comme depuis 10 ans, peut-être, il y a des nouvelles générations de physio, tu sais, on a une maîtrise maintenant depuis plus de 10 ans. Mm-hmm. Il y a un changement de paradigme par rapport à c'est quoi la physio. Si on regarde il y a 30 ans ou il y a 20 ans, comme la majorité de la physio, c'était l'électrothérapie, le massage, etc. Ouais. Puis là, ça évolue. Mais tu sais, des carrières de physio, ça dure 30-40 ans. Là, fait qu'il y en a qui sont encore dans cette pratique-là. Puis il y en a des jeunes physio aussi. Puis c'est peut-être pas tout le temps juste l'aspect de portion de thérapie manuelle qui est pertinente, mais avec l'évolution de la profession, on va savoir de plus en plus qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qu'on doit délaisser. Mais quand on regarde la formation actuelle, là, moi, j'ai gradué en 2018. Là, fait que c'est assez récent pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Les gens, quand je leur dis que je suis physiothérapeute, ils me disent « Ah, tu dois être bon en massage. » Sérieux? Mais oui. J'ai participé à un podcast, il n'est pas encore diffusé, mais elle m'a demandé c'est quoi la préconception que les gens ont de toi quand tu leur dis que tu es physiothérapeute. Ils me disent « Ah, j'ai mal à l'épaule, fais-moi un massage. » Mais tu sais combien d'heures de formation qu'on a en massothérapie? Non. 3 heures. Ah, c'est fou, hein? Moi, à l'Université de Montréal, dans mon parcours 2014-2018. Puis je l'ai sorti, le chiffre, là, j'ai estimé 2600 heures de cours pratiques, de cours théoriques, plus 980 heures de stage. Fait que les maths, là, 3740 heures, 3 heures de massothérapie, c'est 0,08% de ma formation, la massothérapie. Mm-hmm. Après ça, il y en a qui vont se former en post-gradué pour de la thérapie musculaire, myofaciale. Mais quand je gradue à l'Université de Montréal, là, tu ne veux pas que je te fasse un massage. Je ne sais pas comment faire un massage. Intéressant. Tu comprends ce qui fait qu'il y a une nuance, mais c'est un changement de paradigme par rapport à la profession aussi. Puis avec la science qui évolue, on sait de plus en plus que c'est pas juste tout le temps l'intervention manuelle qui est pertinente, c'est juste toute la prise en charge de l'être humain global. Puis ça, c'est pas mal plus complexe qu'on pense. Oui, totalement. Puis, regarde, il y a des gens là, qui pensent ça qu'un physiothérapeute, c'est une sorte de massothérapeute plus, là, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Probablement que tu es mieux d'y en faire une sorte de une forme de thérapie manuelle à cette personne-là. Sinon, on va partir en étant comme pourquoi je suis venu ici, là, tu sais? Fait que probablement que tu es mieux d'y en faire une manipulation ou une mobilisation quelconque, tu sais. Si ça peut aider à l'alliance thérapeutique, puis que ça prend pas une demi-heure sur 1 heure d'intervention. Exactement. Ça a sa place, là. Ouais. Tout est une question de gestion des attentes puis de choix des modalités. Ouais. Long premier segment sur la massothérapie. On sait. Qui est le sujet que je connais le moins bien des trois, ceci étant dit, parce que c'est encore, tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir juste effleuré le sujet avec mon épisode, tu sais. Ouais, les deux autres, j'en sais peut-être un peu plus là-dessus. Bon, fait que rentrons dans la deuxième partie. On parle d'ostéopathie. Fait que tu sais, t'en as glissé un mot tantôt. T'as déjà fait un épisode que j'ai regardé une deuxième fois cette semaine encore pour l'avoir frais en tête. Qu'est-ce que cet épisode-là, qu'est-ce que cette démarche-là t'a amené à découvrir? Mm-hmm. Qu'est-ce qui est important de connaître par rapport à l'ostéopathie? Moi, quand j'ai fait cet épisode-là, premièrement, c'était que pour moi, un ostéopathe, j'avais aucune idée de qu'est-ce que ça faisait. C'était aussi simple que ça, là. Puis ma blonde allait voir une ostéopathe, puis elle m'expliquait c'était quoi les traitements qu'elle recevait, puis je comprenais pas.
Je suis allé lire, je lisais sur les sites web d'ostéopathie et je ne comprenais pas la définition d'un ostéopathe et d'un traitement ostéopathique. Pour moi, c'est un problème. C'est dans le sens où je me dis, si moi, je ne suis même pas capable de comprendre c'est quoi la profession, puis c'est quoi les soins, puis c'est quoi l'objectif, je trouvais ça bizarre. Fait que j'ai voulu explorer ça. Puis, comment dire? L'ostéopathie, j'ai l'impression... En fait, l'ostéopathie, là, c'est comme si, finalement, c'est une vision qui est assez proche de la naturopathie pour moi. Donc, la naturopathie, en gros, là, pour les gens qui connaissent peut-être moins ça, c'est l'idée que le corps a tous les mécanismes nécessaires pour guérir. Tout est à l'intérieur de ton corps. Okay? Puis, quand tu as un problème, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est de juste réajuster des petites affaires pour que l'homéostasie ou l'équilibre naturel revienne, en gros. Okay? Ouais. Puis là, après, ben, pas mal toutes les disciplines un peu holistiques ou etc. de santé plus alternative naturelle sont un peu toutes basées sur ce principe-là. C'est juste que l'intervention va être différente. Donc, en naturopathie, ils vont souvent donner des vitamines des plantes pour rétablir l'homéostasie. En acupuncture, par exemple, ça va être d'aller rééquilibrer une énergie vitale à l'intérieur du corps qui s'appelle le chi, à travers qui circule dans les méridiens, etc. Certains courants en chiro, par exemple, puis chiro, c'est une vraie profession, mais il y a certains courants à l'intérieur de chiro, ils vont dire c'est la subluxation, hein, des sortes de débalancements au niveau des structures. Puis ça, si tu réajustes ça, ça va rééquilibrer plein de systèmes à l'intérieur du corps. Puis en ostéopathie, ben, c'est le même principe. C'est que là, c'est des déséquilibres entre des structures musculo-squelettiques ou même au niveau des organes, au niveau des fascias, etc. Puis si tu viens rééquilibrer tout ça, ben, tu vas rétablir l'homéostasie du corps, tu vas rééquilibrer les mécanismes naturels de guérison. Ce qui n'est pas totalement faux à la base. Je veux dire, tu sais, même, on pourrait même amener comme argument qu'en pharmacie et en médecine, c'est la même chose qu'on fait. Tu sais. Ouais. C'est juste que la portée puis l'étendue de ce qui est dit en ostéopathie, ça recoupe la totalité du champ de pratique de la médecine. Dans ce qu'on dit qu'on peut traiter et aider. Oui, les ostéopathes at large, puis là, je parle en général, là, OK? Nous, on a fait une enquête, là, dans mon épisode, on a fait une enquête sur qu'est-ce que les ostéopathes prétendent pouvoir faire au Québec. Sur les sites Internet. Sur les sites Internet, et ça recoupait la totalité du champ de pratique de la médecine. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ostéopathe moyen au Québec prétend pouvoir traiter autant de pathologies qu'un médecin. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal, considérant que c'est quand même des interventions qui sont musculo-squelettiques. Comment est-ce qu'on pourrait traiter des problèmes de foie, des problèmes de reins, des problèmes de pancréas, des problèmes de digestion, l'asthme, les allergies, etc. Il y a un problème, là. Ouais. Fait que ça a été ça la prémisse. Et donc, est-ce qu'on ne revient pas encore au fait que c'est la façon qu'on communique ce qu'on est capable de faire, le problème? Parce qu'après ça, puis il y a une sous-question à ça, parce qu'il y a une partie de l'ostéopathie qui semble être très similaire à la branche de la pratique de la physio par rapport à l'aspect musculo-squelettique. Ben oui. Fait que, tu sais, de la thérapie manuelle, des exercices, une prise en charge, mais il y a aussi une partie qu'on considère comme étant le traitement des organes ou l'approche viscérale ou crânienne. L'approche viscérale et crânienne. Puis, dans ton épisode, tu es allé un peu fouiller de qu'est-ce que la science dit par rapport à ça. Puis, c'est quoi les constats que tu as fait par rapport, justement, spécifiquement à l'approche viscérale et l'approche crânienne? Oui. Juste peut-être un petit détail, parce que tu dis que ça revient un peu à une question de comment on communique ce qu'on fait. Dans le cas de l'ostéopathie, je pense que c'est plus profond que ça. Parce que tu vois, dans le cas de la physio, la masso, souvent, c'est... Tu sais, on dit quelque chose par rapport au service qu'on s'apprête à offrir. Puis finalement, ça va peut-être produire l'effet escompté, mais finalement, c'est pas... Peut-être que de la façon qu'on l'a présenté, c'est pas tout à fait vrai. Mais à la limite, c'est pas si grave. Parce que tu sais, quand même que tu expliques le bienfait du massage par un mécanisme neurophysiologique ou par un effet réellement musculaire, peu importe. Si en bout de ligne, tu as un bienfait que tu retires de ça, tant mieux, tu sais. Mais en ostéopathie, ça va très, très loin, les affirmations. Là. Je veux dire, il y a des manipulations où on va prétendre, par exemple, et moi, j'ai rencontré des femmes qui se sont fait dire que ça pouvait guérir l'infertilité par des manipulations intravaginales, par exemple. Et là, quand tu dis une affaire de même, là, c'est intense, puis tu as intérêt à avoir des preuves qui sont solides dans ta barnouche. Là. Ouais. Fait que là, pour moi, c'est plus juste un problème de communication, ça devient carrément un problème de attends, ce qu'on dit, est-ce que ça a une base scientifique quelconque? T'sais? Puis il y a beaucoup de choses en ostéopathie, malheureusement, qui n'ont pas de base scientifique, c'est-à-dire qui n'ont pas de plausibilité et qui n'ont pas non plus de données probantes. Et
en fait, la majorité des affirmations dans le domaine de tout ce qui est viscéral. Autrement dit, je vais te faire des manipulations pour aider le fonctionnement de ton foie ou de tes organes, etc. Ils n'ont pas de plausibilité, ils n'ont pas d'évidence scientifique non plus tant que ça. Ouais. Mais tu as raison de dire que pour ce qui est des manipulations physiques, dans l'épisode, je leur ai comme intentionnellement laissé ça, c'est-à-dire que je me suis dit, si c'est des interventions qui ressemblent un peu à justement des trucs de physio, de masso, comme c'est pas ça qui me semblait l'élément le plus intéressant. Non, c'est ça. Mais parce que de toute façon, en fait, on est content s'il y a plus de professionnels de la santé qui peuvent prendre soin du monde. Ouais. Les douleurs chroniques, c'est un immense enjeu de santé publique. Ça fait partie des consultations à l'urgence dans les hôpitaux. Mais le problème, c'est que faut que les professionnels de la santé qui interviennent auprès de ces personnes-là soient backés par une quelconque rigueur et il faut qu'il y ait des appuis scientifiques sur c'est bien de faire ça parce qu'on sait que ça a un effet positif. La première base de la médecine, c'est avant tout ne pas nuire. Puis après ça, est-ce que l'intervention que tu fais, elle a une plus-value par rapport à ne rien faire? L'espèce de tu as le fardeau de la preuve de démontrer que ton intervention, elle est meilleure que de ne rien faire. Mm-hmm. C'est pas à quelqu'un de prouver que c'est pas efficace. Il faut prouver que c'est efficace et que ça a sa place. Puis quand on parle d'approche viscérale ou d'approche crâniale, les constats que tu as faits, c'est qu'il n'y avait pas de rigueur scientifique derrière ça. Puis dans l'épisode, tu l'as mentionné, tu as dit, au final, qu'est-ce qui reste? C'est-tu ce qui ressemble finalement à la physiothérapie? Oui, puis ça, c'est fâchant pour les ostéopathes de se faire dire ça, puis je le comprends, puis il y en a eu ceci étant dit, pour l'épisode d'ostéopathie, j'ai quand même eu un mélange de très bonnes réactions d'ostéopathes et de très mauvaises réactions. Ouais. Puis, il y a plusieurs ostéopathes qui m'ont écrit quand même pour me dire, tu sais quoi, c'est vraiment intéressant. Puis moi, comme ostéopathe, c'est vraiment la partie musculo-squelettique qui m'intéresse. Mais c'est ça, je suis sûr qu'il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a plein, en fait. Exact. Puis ça semblait pas un problème. Puis eux aussi disaient, ouais, les thérapies viscérales, j'en fais, mais en même temps, j'ai un doute par rapport à ça, je suis pas trop sûr. Les thérapies crâniennes, j'en fais pas parce que c'est vraiment trop fucké. Puis la thérapie crânio-sacrée, là, si vous voulez un exemple de la pure pseudoscience, c'en est un, là. Je veux dire, c'est n'importe quoi de A à Z. Que ce soit pratiqué, ce type de traitement-là, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de prétendre qu'un ostéopathe peut sentir les vibrations ou les déplacements des os crâniens qui sont soudés dès l'adolescence. Là. Mais eux, ils disent qu'ils peuvent détecter des micro-vibrations puis qu'ils peuvent détecter une sorte de mouvement entre le liquide céphalorachidien, les plaques là-dedans qui sentent une forme de mouvement ou de respiration ou de vibration, qui sont les seuls à être capables de détecter ça, qui détectent des changements au niveau du micron, même avec leurs doigts. Puis que là, avec ça, ils sont capables de faire des ajustements ou des choses comme... Écoute, c'est n'importe quoi. Puis que ça fasse partie d'une profession. C'est pas une profession, ils n'ont pas d'ordre professionnel. Je veux dire, écoute, c'est franchement gênant, là. Ouais. Mais tu sais, même au niveau vertébral, les physiothérapeutes, quand ils ont fait des études pour savoir à quel point on sait être précis au niveau de la colonne vertébrale, on s'entend, la colonne vertébrale, les vertèbres, c'est proéminent. Là. Tu touches ton dos, tu es sans les vertèbres. Mais on est à plus ou moins un niveau de fidélité entre les évaluateurs. Fait que, un physio qui dit qu'il est à L4, L5, mais si tu en prends 200, il y en a qui pourraient être à L4, L5, d'autres à L5, S1, puis d'autres à L3, L4. Ouais, pour quelque chose d'aussi précis que je suis en train de toucher à telle vertèbre. C'est ça. Et donc, c'est difficile d'imaginer qu'on est capable de rentrer très profondément dans les viscères ou quelque chose comme ça au niveau du crâne. Puis à tout le moins, si c'est réellement le cas, faisons juste le démontrer que ça a sa place et que c'est pertinent. Parce que, comme tu as dit, je suis convaincu qu'il y a plein d'ostéopathes qui pratiquent l'approche musculo-squelettique qui a des similarités avec l'approche de physiothérapie qu'on va faire. Puis tant mieux si on a plein d'ostéopathes qui peuvent aussi aider les gens qui ont des blessures puis des bobos. Là. Mais autant que je lancerais les pierres à un physio qui dirait qu'il va replacer la colonne ou qu'il va gérer l'énergie du corps avec des approches de massothérapie ou peu importe. Là, t'sais. C'est pas tout le temps spécifique à une profession, mais si on a des associations d'une profession qui a des affirmations telles, faut être capable de démontrer qu'il y a quelque chose de pertinent
à démontrer à ce niveau-là. Il faut être capable de démontrer que c'est réel et que c'est faisable. Oui, puis effectivement. Puis dans ce cas-ci, c'est même plus que ça. Parce que, puis là, juste pour être clair, là, que ce que je dis là présentement, c'est pas juste moi, Olivier Bernard, qui pense ça. Là. Je veux dire, il y a eu des accusations de pratique illégale de la médecine contre des ostéopathes là, parce que, justement, ils faisaient des diagnostics à base de palpation ou peu importe. Là. Donc, ils allaient carrément faire « Ah, ouais, là, j'ai identifié ton problème, tu as telle maladie, donc je te propose tel traitement. Je vais te faire tel suivi, etc. » Là, on était dans une pratique de la médecine parce que dans ce cas-ci, c'était des problèmes qui étaient non musculo-squelettiques. Donc, tu peux te retrouver devant un ou une ostéopathe qui va te dire justement comme « Ah, je sais pas, tu as tel problème au niveau des reins, par exemple, ou de l'intestin, ou etc. Je vais toucher à ça. Ah ouais, finalement, je pense que ton problème, c'est telle chose. Moi, je peux te faire telle manipulation, ça va t'aider. » Puis nanana. Tu n'as pas le droit de faire ça. Là, ouais. OK? C'est carrément, c'est interdit de faire ça. Ouais. Donc, c'est une pratique illégale, dans le fond. C'est de la pratique illégale de la médecine. Donc, c'est pour ça que c'est important de... en fait, les ostéopathes, un des gros problèmes qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils aimeraient ça avoir un ordre professionnel et ça leur est systématiquement refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se départir de toute la partie viscérale, crâno-sacrée, etc. Eux, tu sais, quand je disais au début là, qu'eux, ils revendiquent un peu dans un sens la totalité du champ d'exercice de la médecine. Et ce qu'il leur est demandé pour avoir un ordre professionnel, selon ma compréhension, c'est de se rabattre sur la partie musculo-squelettique, la partie qui est plus en commun avec vous. Puis les techniques peuvent être différentes, l'approche peut être différente. Il peut y avoir quelque chose de complémentaire là-dedans. Exactement, tout à fait. Tu sais, c'est pas un problème. Mais il faudrait qu'ils se départissent de toute la partie où ils disent « Je vais t'ajuster l'épaule pour avoir une action sur ton foie ». Puis ça, je viens pas d'inventer cet exemple-là. Là. Je veux dire, une des principales cliniques d'ostéopathie à Montréal, là, les plus grosses cliniques, là, les plus réputées supposément, ils citent cet exemple-là spécifiquement sur leur site web, genre quelque chose du genre « Il n'est pas rare d'aller faire une manipulation à tel endroit pour un effet à tel autre endroit. Ouais. » Si les ostéopathes ne se départissent pas de cette partie-là, à mon avis, ils ne seront pas capables d'avoir un ordre professionnel. Oui, parce que ça, tu en avais parlé avec des gens du Collège des médecins. Oui, totalement. Puis eux, ils font partie du dossier parce que justement, ces activités-là, si tu dis à une personne, tu as des allergies, puis je vais te traiter tes allergies, c'est parce que normalement, ça, c'est une profession, là, je veux dire, c'est une spécialité de faire ça. Ça vient au champ médical. Donc, tu sais, je veux dire, un ostéopathe ne peut pas faire ça. Mais là, le problème, c'est que si l'ostéopathe, après ça, s'ils veulent faire un ordre professionnel et affirmer ça, bien, ça leur prend des preuves scientifiques, puis ils les ont pas, les preuves scientifiques. Donc, présentement, en n'ayant pas d'ordre, ils peuvent un peu dire ça, qu'ils vont traiter un paquet d'affaires. Puis en même temps, ils demandent d'avoir un ordre professionnel pour qu'il y ait une meilleure rigueur. Mais s'ils ont un ordre professionnel, ils ne pourront plus dire toutes ces choses-là. Fait qu'ils sont dans une position qui n'est pas évidente. Ouais, je me mets à leur place. Ouais, je me mets à leur place, puis ça doit pas être super le fun, tu sais, puis en même temps, ce qui les rend uniques, c'est ça, dans un sens. C'est qu'ils disent, nous, on va plus loin que juste des systèmes musculo-squelettiques. Mais si c'est pas appuyé scientifiquement. Ouais. Puis, as-tu déjà entendu parler de, je ne sais pas si c'est nouveau à tes oreilles, la physio approche ostéo? La physiothérapie approche ostéo? Ça te dit quelque chose, ce terme-là? Ça me dit rien. Parce que ça... Mais j'ai peut-être une idée, mais vas-y. Ça existe, entre guillemets. OK? Mm-hmm. Ma compréhension de la chose, parce que c'est pas quelque chose qui est concret qui existe. Là. En physiothérapie, on n'a jamais appris quoi que ce soit à propos de l'ostéopathie. Okay? On a appris l'anatomie des viscères, des organes, parce qu'on est physiothérapeute, on a un accès de première ligne. Fait qu'il faut être capable de reconnaître beaucoup de problèmes médicaux aussi. Quelqu'un qui vient me voir, qui a mal à l'épaule, mais qui fait aussi de la fièvre, qui a des vomissements, qui a des pertes d'équilibre, on s'entend que c'est pas un problème nécessairement pour la physiothérapie. Il faut peut-être qu'il voit un médecin avant. Fait que tout ça pour dire que des fois, je me fais envoyer des requêtes par des médecins ou des clients qui vont arriver qui vont me dire « Est-ce que vous faites de la physiothérapie avec approche ostéo? » Puis la première fois que j'ai entendu ça, je ne comprenais pas d'où ça venait. Je ne savais pas c'est quoi. Dans ma tête, c'est pas quelque chose qui existe. Puis concrètement, c'est pas quelque chose qui existe. Mais non. Ça va être des physiothérapeutes qui vont avoir une formation de physiothérapeute et après ça, qui vont se former en ostéopathie et qui vont faire des soins d'ostéopathie ou de physiothérapie ou un peu des deux parce qu'ils vont avoir eu des approches différentes et des connaissances différentes. Mais là où l'enjeu qui me dérange, c'est que des fois, ça devient un bypass pour
facturé comme de la physiothérapie pour des agents payeurs, mais sous forme d'ostéopathie. Tu comprends? Fait que c'est difficile à départager. Tu sais, quand tu fais des choses qui ressemblent à la physiothérapie puis tu enseignes des exercices, mais qu'en même temps, tu fais des manipulations au niveau viscéral, tu sais, il y a un enjeu qu'il faut être capable de réguler ça puis d'avoir des lois là-dessus concrètes définies par des autres professionnels. Fait que moi, ça me dérange un peu quand les gens ils disent « Faites-vous de la physiothérapie approche ostéo ». Je suis comme « Excuse-moi, mais ça n'existe pas vraiment. Tu peux être ostéopathe et avoir été physiothérapeute, mais quand tu fais une intervention, ben il faut que tu signes comme ostéopathe ou que tu signes comme physiothérapeute, mais tu ne devrais pas avoir une espèce de blend entre les deux pour des fois passer des approches d'un ou de l'autre. Tu sais, ça peut devenir problématique. Écoute, cette affaire-là, là, ça sonne vraiment comme... Si on dit « Es-tu un physiothérapeute qui fait une approche ostéo? » C'est quasiment comme dire « Es-tu un physiothérapeute qui dépasse le champ de tes compétences? » Pour moi, ça sonne vraiment comme ça pour moi. Puis moi, je déplore que beaucoup de physiothérapeutes semblent vraiment intéressés au côté ostéo. Puis je comprends d'où ça vient, cette affaire-là. C'est que quand tu es physiothérapeute, tu as un champ d'action qui est quand même limité dans la mesure où c'est musculo-squelettique. Là. Bon. Puis là, tout d'un coup, tu vas dans des écoles qui sont des écoles privées. On s'entend, là. C'est essentiellement un système d'école privée. Là, okay? Donc, c'est géré. Ils ont les programmes qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent dans leurs écoles. Et là, tu te fais dire « Hey, pourquoi tu te limiterais au musculo-squelettique? Voici comment est-ce que je peux étendre ton champ de compétences. » Qui n'a pas envie d'en faire plus. D'en faire plus, d'avoir un plus grand arsenal thérapeutique, de pouvoir aider les gens encore plus. C'est juste des bonnes intentions en arrière de ça. Exact. Mais moi, je trouve qu'il y a un danger là-dedans. Puis je pense que, à mon avis, dans les études je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous disent sur l'ostéopathie dans vos études. Rien. Mais c'est un méchant problème. Parce qu'ils devraient vous le dire, ça, genre, écoutez, là, il y a des problèmes en ostéopathie en ce moment, puis il y a une forte proportion de physiothérapeutes, à ma connaissance, qui ont un intérêt pour ça, mais il faudrait qu'ils vous le disent dans votre bac, tu sais. Ouais, non, c'est un bon point. Ben, en fait, c'est qu'il faut être au courant de tout ce qui est possible, parce que moi, la première fois que j'ai été confronté à ça, ben, je savais pas quoi répondre. Là, quand on m'a demandé « Fais-tu de la physio approche ostéo? » Des fois, il y a le même principe de physiothérapie approche masso, mais ça, c'est juste un physiothérapeute qui va utiliser plus de techniques de relâchement musculaire. On reste dans la thérapie manuelle, puis là, le physio peut se former de quelconque façon. Je comprends. Mais c'est différent quand tu rentres l'approche viscérale ou crânienne, qui en ce moment n'est pas backée par la science, puis que tu considères ça dans tes soins de physiothérapie. Des fois, c'est parce que nous, on a un cadre qui est rigide, là. On a un cadre clair avec un ordre professionnel. On se fait inspecter régulièrement pendant notre carrière. Il faut backer ce qu'on fait, il faut démontrer que ce qu'on fait est dans notre champ de compétences. Fait que c'est comme touché, là. C'est comme une zone grise qui, des fois, pourrait devenir problématique là, dans certains cas. Oui, puis, tu sais, je trouve que... En tout cas, moi, quand j'ai su qu'il y avait plusieurs physiothérapeutes qui allaient comme ostéopathes après, je me suis vraiment demandé, tu sais, est-ce que pour eux, c'est pas comme une sorte de, tu sais, justement, tu sais, c'est un désir de pouvoir juste élargir le champ de compétences, mais sans vraiment nécessairement avoir conscience que ce qu'ils se font dire dans ces écoles-là, c'est peut-être pas vrai, tu sais. Ouais. Puis ça, écoute, à l'époque où il y avait eu les poursuites de pratiques illégales puis tout ça, là, celui qui était pas le président du collège médecin, mais je me demande si c'était pas le secrétaire, une chose comme ça, là, qui s'appelait Claude Bernard à l'époque, il avait dit que les diplômes qui étaient obtenus dans les écoles d'ostéopathie n'avaient aucune valeur. C'était fort comme affirmation, tu sais. Mais le problème, c'est que comme physiothérapeute, tu as étudié à l'université, tu sais ton cursus, il est basé sur quoi? Exact. Si tu sors de ça, que tu t'en vas dans une école privée, puis que tout d'un coup, tu avales tout ce qu'on te dit, puis que tu n'as pas un esprit critique face à ça, moi, on dirait que je m'inquiète carrément sur la façon que les physiothérapeutes ont été formés. Tu sais. Ouais. Puis c'est pas un jugement de la profession de physiothérapeute. Là. Je veux dire, combien de pharmaciens recommandent de l'homéopathie, puis des produits naturels, genre équinacés, tout ça, alors que ça marche pas. Fait que, tu sais, je veux dire... Ouais. Ça revient un peu pour moi à la question de on nous enseigne pas des bases d'esprit critique à l'université, puis on assume que parce qu'on va avoir un beau diplôme sur notre mur à la fin, puis parce qu'on va être dans un ordre professionnel, qu'on n'est jamais à risque de se faire embarquer dans des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis encore une fois, je ne dis pas que l'ostéopathie n'a pas aucun bon sens à n'importe quel niveau, mais il y a des choses en ostéopathie qui se font qui n'ont pas de plausibilité scientifique. Ouais. Puis je trouve que... Comme dans plein d'autres professions aussi. Moi, j'inclus tout le temps les physios dans tout parce que... toutes les professions. Puis ça ne se limite pas au champ du système de santé. Là. On s'entend que toute profession qui existe, il y a du monde moins bon, il y a du monde meilleur, il y en a qui se démarquent par leur rigueur, puis il y en a tout le temps qui sont un peu plus
aventureux ou qui sortent des balises de leur profession. Puis, ben, ces personnes-là peuvent s'attirer du trouble des fois, là aussi. Combien de médecins font des chirurgies qu'on le sait pertinemment aujourd'hui que ça n'a pas de... Tu sais, des chirurgies du genou, etc., que le taux d'amélioration des patients après est absolument abominable. Là. C'est atroce, mais ils continuent à en faire. Je veux dire, combien de médecins... Je fais un épisode de cette saison-ci aussi sur les injections de cellules souches pour l'arthrose, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, il y a plein de médecins qui font des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, c'est pas propre aux ostéopathes, c'est pas propre à n'importe qui. Tu sais. Non, c'est ça. Mais dans le cas de l'ostéopathie, le problème principal, c'est qu'ils ont une résistance à se faire questionner et ils ont une résistance à peut-être délaisser certains éléments de leur profession pour avoir un encadrement qui serait fait puis qui réglerait beaucoup de problèmes. Ils se sont fait, à ma connaissance, puis je ne sais pas où il en est le dossier, mais ils se sont fait proposer d'avoir un ordre qui serait peut-être conjoint avec le vôtre, là, c'est-à-dire d'avoir que votre ordre à vous, il chapeauterait ostéopathie et physiothérapie. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, spontanément, je me suis dit, mais quelle bonne proposition, ça serait fantastique. Mais apparemment que c'est vraiment pas très populaire chez les ostéopathes parce qu'ils disent, on est bien plus que des physiothérapeutes. Ouais, mais c'est peut-être ça le problème, tu sais, c'est que vous devriez peut-être avoir un exercice critique sur les interventions que vous faites qui sont probablement moins scientifiquement appuyées que ce que vous vous êtes fait dire à l'école. Tu sais. Ouais. Ben, puis au final, des fois, j'ai l'impression que c'est comme des combats de coq, des fois, entre deux personnes de professions différentes. Puis un peu comme je mentionnais tantôt, souvent, quand la personne me dit « Est-ce que ce serait bon si je vois un ostéo en plus? » ou « Est-ce que ce serait bon si je vois un chiro? » Moi, souvent, je leur dis le titre m'importe peu. Qu'est-ce qui se passe quand tu es avec cette personne-là? Parce que si tu me dis, est-ce que tu devrais avoir un physio? Je vais te dire oui. Mais si tu me dis, est-ce que je devrais avoir un physio? Quand je vais chez lui, je suis couché sur le lit avec des machines, comme je disais tantôt, je te dis, cours de là, va-t'en quelque part d'autre. Tu sais, va voir un ostéo qui a des formations avec des exercices thérapeutiques, qui va t'expliquer ton problème, qui va, tu sais... Fait que c'est ça. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, puis ça va peut-être faire un switch vers le prochain sujet aussi en même temps. Mais tu sais, quand j'ai fait mon épisode sur l'acupuncture, je suis allé voir un acupuncteur. C'est le seul acupuncteur qui a accepté de participer à l'épisode. Le seul. Fait que je ne l'ai pas choisi, là, OK? Mais crime, cet acupuncteur-là, il était tellement hot là, il est cool. Que moi, là, j'enverrais du monde le voir. Ouais. Mais ça revient exactement à ce que tu dis. C'est qu'est-ce qu'il fait comme intervention exactement? Ouais. Donc, qu'il soit acupuncteur, fantastique, c'est parfait, mais qu'est-ce qu'il fait comme intervention? Tu as tellement une large variété de ce qui se fait en physiothérapie, en massothérapie, en acupuncture, en ostéopathie. Qu'est-ce que la personne fait exactement? Si moi, je vais voir un ostéopathe puis qui me dit « Ouais, là, je vais te toucher ici dans le cou, là, puis ça va t'aider pour ta digestion. » Je m'excuse, mais moi, là, je vais prendre mes clics puis mes claques puis je vais sacrer mon camp. Ouais. Okay? Mais à côté de ça, je suis sûr que des ostéopathes, il y en a qui sont écœurants puis qui sont super bons. Sûr qu'il y en a. Fait que ça revient à une question de standardisation de la profession qui n'est pas présente. Ouais. Faut pas lancer des roches à une profession, faut lancer des roches à des types de pratiques. C'est aucunement en lien avec la profession, c'est en lien avec des pratiques spécifiques. Au même titre que quand je critique des choses en médecine puis en pharmacie, puis je le fais souvent, je suis pas en train de dire que la médecine, c'est pas bon ou que la pharmacie, c'est pas bon. Tu sais. Exactement. Fait que ça fait une super transition vers notre troisième sujet qui est l'acupuncture, justement. Tu as fait un épisode là-dessus. Ça t'a amené à découvrir plein de choses par rapport à l'acupuncture. Moi, c'est un sujet qui est quand même proche de moi parce qu'il y a plusieurs de mes patients qui, en parallèle à la physiothérapie, peuvent faire de l'acupuncture. Ben oui. Ils vont se questionner sur la pertinence de l'acupuncture. Ben oui. Et je ne sais pas si tu le savais, mais il y a des physiothérapeutes qui se forment en aiguilles sèches ou dry needling qu'on appelle, qui sont les aiguilles d'acupuncture qu'on utilise en physiothérapie. Donc, qu'est-ce que ça t'a amené à comprendre, à apprendre, à déboulonner comme mythe dans cette recherche par rapport à ton épisode sur l'acupuncture? L'acupuncture, moi, c'est un sujet qui me fascine depuis des années. Puis, si ça avait été juste... Ben, en fait, ça avait été juste de moi. C'est juste de moi dans un sens, mais... Tu sais, quand ma série télé, elle a commencé en 2014-2015, je pense. Ouais. Acupuncture, ça aurait été le premier sujet du premier épisode de tout. Là. Tu comprends? Ça me fascine depuis très, très, très longtemps. Mais je ne savais pas comment l'aborder, ce sujet-là, d'une manière où finalement, ça serait pas... parce que ce qui se passe avec l'acupuncture, en fait, c'est que c'est très largement accepté à l'intérieur de la communauté scientifique et médicale. T'sais. C'est-à-dire que, gars, tu l'as dit, plein de physiothérapeutes en font eux-mêmes, entre guillemets, là, parce qu'on va faire une différence dans un instant entre les aiguilles sèches et l'acupuncture, qui est une différence fondamentale, mais beaucoup de médecins, etc., tu as des cliniques médicales qui font de l'acupuncture, etc. Fait que je me disais, c'est touché comme sujet. Fait que quand je vais l'aborder, là, je vais l'aborder parce que j'ai trouvé le bon angle, j'ai trouvé la bonne façon de le dire, etc. T'sais. Puis...
sais, encore là, c'est un peu comme l'ostéopathie. C'est-à-dire que il y a forcément des choses en acupuncture qui se font que moi, je suis comme, ben ça a du sens. Quand tu regardes scientifiquement, il y a une plausibilité. Il y a certaines preuves scientifiques que ça peut fonctionner. Mais il y a un paquet de choses aussi qui n'ont juste pas de sens, scientifiquement. Ouais. Puis ça revient encore à une question de qu'est-ce qui est affirmé par rapport à ça. Bon, on parlait de l'acupuncteur que j'ai vu, tu sais. Okay? Ouais. L'acupuncteur que j'ai vu, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, lui, il ne croit pas au point d'acupuncture. Il ne croit pas au méridien, il ne croit pas à l'énergie, etc. Parce que c'est ça le fondement de l'acupuncture. Hein. Quand tu vas le lire, en fait, si vous allez lire, même si je pense sur le site de l'Ordre des acupuncteurs, je ne suis pas sûr, là, allez vérifier. Ben, je suis allé lire cette semaine. Fait que je te corrigerai si Parfait. Ben, l'acupuncture est présentée comme un traitement bioénergétique. Est-ce que c'est encore là ou ils l'ont changé? Je ne sais pas si le mot bioénergétique, mais c'était sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. C'est ça. Fait que c'est les fondements de base de l'acupuncture sont là-dessus. Oui, puis l'acupuncture est largement indissociable de la version qui est, disons, traditionnelle, c'est-à-dire, à l'intérieur de notre corps, il y a des canaux où circule une énergie vitale et les maladies sont causées par des déséquilibres dans le flot ou le flux de ces énergies. Qu'on appelle méridien. Les méridiens, c'est les canaux. Il y a une énergie qui circule à travers ça. C'est une énergie qui est un peu vitale, qui est un peu partout. C'est nous, c'est à l'intérieur de la nature, etc. Puis finalement, si on vient rééquilibrer ces énergies-là avec une intervention qui peut être des aiguilles, mais en acupuncture, il y a d'autres choses qui se font aussi. Il y a par exemple, on n'en parle pas souvent, mais il y a la moxibustion. La moxibustion, c'est de faire brûler des feuilles. Donc, au pied, la personne se couche sur une table et tu fais brûler des feuilles à ses pieds. Et le fait de faire brûler la fumée qui se fait ça va activer des points d'acupuncture et va rééquilibrer l'énergie. Donc, il n'y a pas toujours des aiguilles qui sont utilisées. Il peut y avoir des lampes ou des trucs chauffants là, aussi. Il y a des lasers. Il y a des gens qui vont activer avec des lasers. Il y en a qui vont utiliser une espèce de bâton où tu appuies, mais que ce n'est pas une aiguille qui rentre. Mais l'idée, c'est toujours ça, c'est de rééquilibrer une certaine forme d'énergie. Donc, ça, c'est un concept de base en acupuncture. C'est sûr que pour une personne comme moi qui s'intéresse au scepticisme scientifique, on s'entend que cet aspect-là, c'est l'aspect que moi... qui te dérange. Qui me dérange, oui, dans la mesure où, pour moi, c'est l'aspect qui mérite qu'on remette en question. Qu'on remette en question, tu sais. Donc là, toute la question après, c'est de dire, bon, mais si on remet cet aspect-là en question, est-ce qu'on remet en question la totalité de l'acupuncture ou est-ce qu'il peut rester quelque chose de pertinent, même si on dit les méridiens, le chi, tout ça, ça n'existe pas, peut-être, là, tu sais, mettons que ça n'existe pas, est-ce qu'il reste quelque chose de pertinent à l'acupuncture? Puis tu vois, l'acupuncteur que j'ai rencontré, pour lui, oui. Lui, il fait quelque chose qui s'approche beaucoup plus des aiguilles sèches. Donc, c'est, t'as mal à quelque part, bon, mais t'as une chaîne, là, de... Tu sais, mettons, t'as mal à la main, là, ben, tu sais, veux pas, là, des structures de la main, là, ça part de l'épaule ou etc. Ouais, ben, t'as des nerfs, de toute façon, qui partent de ton cou jusqu'au doigt. Ben, exact, là, t'as des nerfs et toutes sortes de structures qui sont un peu, jusqu'à un certain point interconnectés. Fait que lui, il va aller piquer dans, finalement, toute cette chaîne-là, tu sais. Il va pas aller te piquer dans le pied si tu as mal à la tête, là, tu sais, je veux dire, tu comprends? Ouais. Il dit que des fois, il va le faire, mais ça va être de la relaxation. Parce que lui, il trouve qu'il y a une relaxation associée à ça. Personnellement, je n'ai pas aimé ça. OK, tu t'en es fait faire. Ben, oui, c'est vrai, il t'en a piqué. Ben, il m'a piqué une affaire, puis j'ai trouvé que c'était vraiment profondément désagréable, mais en même temps, je veux dire, si quelqu'un, ça le relaxe de se faire mettre des aiguilles, pourquoi pas, tu sais. Ouais. Fait que ça serait le côté plus aiguille sèche. Puis encore là, on revient au même sujet qu'on était tantôt dans la massothérapie. Ouais. Est-ce que c'est plausible qu'il y ait des effets neurophysiologiques reliés à mettre des aiguilles dans le corps? Bien évidemment, tu sais, c'est sûr. Ben, c'est un trauma local. Bien évidemment. Donc, c'est sûr que tu vas avoir un effet neurophysiologique. Tu vas avoir une cascade inflammatoire parce que tu as perforé la peau. Oui. C'est le but de notre inflammation, c'est de guérir un trauma local. Ben oui, fait que c'est sûr qu'il se passe quelque chose, puis c'est sûr qu'il peut y avoir un effet qui peut être plus ou moins bénéfique ou pas, là, etc. Mais c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Puis dans l'épisode, j'ai fait une entrevue avec un neurologue, puis lui-même, il dit, ben c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. La question, c'est pas ça. La question, c'est ce que tu fais avec l'acupuncture, est-ce que c'est spécifique à l'acupuncture? Ben c'est ça, ouais. Ou est-ce que tu aurais pu produire le même effet par justement un massage ou en mettant juste de la chaleur, par exemple, tu sais, ou des choses comme ça. Tu sais. Est-ce que c'est spécifique à l'acupuncture, cet effet-là, ou est-ce que tu aurais pu l'obtenir par une autre méthode qui est moins invasive, on va dire, quoique l'acupuncture, c'est pas super invasif, mais quand même. Tu sais, c'est plus invasif de mettre des aiguilles dans la peau que de juste mettre un pad de chaleur, là, on s'entend? Oui, tout à fait.
Puis la réponse à ça, c'est qu'on n'est pas sûr, justement. On n'est pas sûr que ça a un effet qui est plus grand nécessairement que ces autres interventions-là. Oui, mais c'est parce qu'en plus, ils sont capables de faire des études avec un placebo d'acupuncture, à double insu, avec des patients et des thérapeutes aveugles, avec des cure-dents. Mais c'est difficile à faire, mais ça se fait aussi. Puis ça se fait. Dans les études, en ce moment, il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit une réelle aiguille d'acupuncture ou je pense que c'est un cure-dent qu'ils utilisent pour piquer. En fait, c'est des. Il y a des études qui sont faites juste avec des cure-dents. Donc, des gens, des cure-dents, en tout cas, une espèce de petit. La personne, elle ne voit pas, puis la personne, elle va juste faire ça comme ça, puis elle va appuyer à des endroits. Mais il y a aussi des aiguilles rétractables. Donc, c'est vraiment des espèces d'aiguilles qui ont été designées spécialement pour faire des études contrôlées vraiment à double aveugle, placebo. Donc, ils appellent ça des sham needles. C'est ça. Donc, c'est une sorte d'aiguille que tu mets sur la peau. Puis là, tu sens la piqûre, mais l'aiguille, en réalité, il y a un ressort à l'intérieur qui va ressortir. Mais une fois qu'elle est là, tu ne le sais pas si... Fait que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as poussé, si c'est une aiguille ou si c'est autre chose. Exact. Elle n'a pas perforé la peau, mais tu as senti quelque chose. Fait que mais tu ne sais pas. Parce que se faire rentrer une aiguille d'acupuncture, tu ne sens pas que tu t'es fait piquer. Tu as juste une espèce de... Tu sens qu'il y a quelque chose là, mais tu ne sais pas c'est quoi. Donc, cette aiguille-là, elle va être rétractable. Donc, vu que c'est dans une espèce de tube, donc à ce moment-là, tu ne sais pas si... l'aiguille est rentrée ou pas rentrée. Donc, ça permet de faire des études où ni le patient ni le thérapeute savent. Puis après ça, tu peux aussi faire des études où tu vas piquer à des endroits autres que les points d'acupuncture. Parce que les points d'acupuncture, il y a des maps, il y a des chartes qui viennent de la médecine traditionnelle asiatique. Mais tu peux piquer à d'autres endroits puis voir si ça va produire les mêmes effets, etc. Puis quand on fait des études de ce type-là, des études où on va mettre tous ces contrôles-là, les différences disparaissent largement. Donc, tout ce qu'on voyait dans les études plus traditionnelles sur l'acupuncture, quand on les fait avec un double aveugle puis tout, ces effets-là, justement, en grande partie, ils disparaissent. Ouais. Donc, ça laisse croire que c'est un effet qui est non spécifique et qui il y a beaucoup d'effets placebo là-dedans. Oui, puis en fait, je regardais un peu cette semaine justement les études par rapport à l'acupuncture, puis j'ai fait une formation aussi récemment où ils ont parlé de patient expectation, fait que les attentes du patient, puis ils se questionnaient sur l'acupuncture, est-ce que c'est une question d'attente ou de qu'est-ce que tu t'attends que l'intervention va t'amener. Puis je trouvais ça super intéressant. L'étude qu'ils avaient faite, c'est une étude clinique randomisée. Quand même beaucoup de patients, je pense 300, 400. Puis ils ont fait 3 groupes. Fait que tu avais placebo, tu avais donc acupuncture placebo comme tu as parlé tantôt, tu avais acupuncture réelle et tu n'avais rien. Puis ils questionnaient par contre qu'est-ce que tu penses que l'acupuncture va t'apporter dans ta condition. Fait que est-ce que tu penses que ça va t'aider? Puis dans les 3 groupes, le facteur déterminant, c'était l'attente par rapport au traitement. Ouais. Fait que c'était est-ce que tu t'attends à ce que ça va t'aider? Oui, donc ça risque de plus t'aider. Puis il y en avait même fait un où il réunissait massothérapie et acupuncture. Fait que quand on parlait tantôt de considérer les attentes du patient, ça a clairement sa place à ce niveau-là quand on considère les attentes du patient, mais moi, je ne pense pas qu'il faut avoir cette technique-là en monothérapie, en intervention unique. Faut que ça reste complémentaire à ce qu'on fait, puis il ne faut pas que ce soit la seule chose qu'on pense qui va guérir, parce qu'on parlait tantôt des effets, ce n'est pas des effets spécifiques à l'acupuncture nécessairement seulement. Mais non, puis encore là, on revient tout le temps à la même affaire, puis tu sais, c'est pas pour rien que tu as choisi ces sujets-là, c'est que... Il y a un fil connecteur, il y a un lien. Ben oui, qui est fort essentiellement, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais, puis c'est ça qui était touché en fait en voulant faire l'épisode sur l'acupuncture, c'est que je me dis comment est-ce que je peux remettre en doute toutes ces questions-là, mais sans pour autant dire que l'acupuncture c'est pas bon. L'acupuncture au Québec, c'est encadré par un ordre professionnel. Exact. Les gens peuvent consulter avec confiance. C'est une intervention qui est très sécuritaire. Là. Je veux dire, il y a des événements rares, mais c'est quand même c'est très rare. Là. Donc, je pense que les gens peuvent consulter avec confiance sans aucun problème. Mais encore là, ça redevient une question de qu'est-ce qui est affirmé à propos de l'acupuncture. Et c'est un autre traitement où il y a des affirmations qui sont aussi larges que l'ostéopathie, et la masso, là, que ça peut tout guérir, puis etc. C'est une forme de panacée, pratiquement. Il faut toujours faire attention à ce qu'on affirme par rapport à ça. Ben c'est ça. Fait que là, la question pour moi, c'était, bon, est-ce que y a-tu moyen d'étudier le sujet sans que pour autant, à la fin, la conclusion, c'est ben voilà, l'acupuncture, c'est pas bon, parce que c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est ça. Puis, comme tu l'as mentionné, il y a des physios qui en font, donc ils vont faire les aiguilles sèches en tant que telles. Eux, ils voient une efficacité avec ça. Qu'est-ce qui fait que tu vas utiliser cette approche-là versus un massage, une thérapie manuelle ou autre chose, ou de l'électrothérapie? Qu'est-ce qui va faire que tu vas utiliser un ou l'autre, etc.?
Ben, c'est tous des outils qui sont disponibles puis qui peuvent être tous des bons outils, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, mais évidemment, bon, c'est sûr que les acupuncteurs, c'est tough pour eux quand on jase de ça parce qu'ils ont l'impression que tu veux comme invalider la totalité de ce qu'ils font, tu sais. Fait que c'est une discussion. La discussion est difficile. Là. Donc, j'ai pas eu des super bonnes réactions des acupuncteurs face à mon épisode. T'sais. Moi, la question en fait, la réponse que je donne à mes patients quand ils vont me demander est-ce que l'acupuncture, c'est bon? Ben, c'est quoi ta réelle question? Ta question, c'est-tu l'acupuncture va guérir mon entorse de genou? Ouais. Si ta question, c'est ça, mais la réponse, c'est non. Ouais. Ensuite, si ta question, c'est je fais de la physiothérapie, je fais des exercices, je vais faire mes marches, je fais du vélo. Là, j'ai un peu amélioré mon alimentation pour favoriser toutes mes saines habitudes de vie. Est-ce qu'en parallèle à ça, tu penses que l'acupuncture peut m'amener un bien-être, un confort ou un soulagement? Ben, ma réponse, c'est probablement oui. Totalement. Est-ce que, par contre, tous les éléments fondamentaux les plus importants, est-ce que tu les fais déjà? Tu sais, l'espèce de pyramide d'intervention, ben, l'acupuncture ou la masso ou la thérapie manuelle, c'est pas ton bloc fondateur en bas. Ouais. Tu sais, c'est ta compréhension de ta pathologie, la gestion de ton stress mécanique sur ta blessure. Tu sais, si tu as une entorse de cheville, là, fais autant d'acupuncture que tu veux. Si tu cours sur ton entorse de cheville, elle ne va pas guérir. Ben, c'est ça. Fais tous les massages que tu veux. Si tu cours dessus, elle ne va pas guérir. Mais si tu gères tout le reste bien, ben, si ça te tente de faire d'autres interventions en parallèle à ça, moi, je leur dis, ça ne va pas vraiment te nuire. Il faut juste que faut changer. C'est juste le mindset par rapport à ton approche ou par rapport à ce que tu vas recevoir comme intervention. Ben, tu sais, effectivement. Puis, regarde, si ça s'inscrit à l'intérieur d'un plan de traitement puis que la personne a un intérêt pour ça, tu sais, l'acupuncture, c'est un genre d'affaire que je pense qu'il faut que tu aies un intérêt pour ça. Tu sais, il y a des gens que ça les intéresse, ça les interpelle. Puis, moi, on dirait que de faire l'épisode, ça m'a comme un peu, comment dire, ça m'a un peu nuancé sur mes positions. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup en résistance par rapport à ça. Puis tout d'un coup, après avoir fait l'épisode, je me suis dit, ben garde, dans le fond, si les gens veulent aller consulter en acupuncture, c'est encadré par un ordre professionnel. Tu sais, si c'est pour des raisons, disons, pour moi, là, qui sont vraiment de l'ordre musculo-squelettique, encore une fois, parce que c'est sur les bobos. Quelque chose qui a du sens, etc., qui a une plausibilité, etc., je me dis, ben pourquoi pas, tu sais. Si ça fait partie d'un plan de prise en charge qui n'est pas juste basé là-dessus, je me dis pourquoi pas, tu sais. Par contre, encore là, moi, j'ai fait des traitements de fertilité avec ma blonde pendant un bout de temps. La clinique de fertilité où on allait, il y avait des acupuncteurs sur place qui faisaient des traitements en disant que ça peut guérir l'infertilité, puis que quand tu vas sur leur site web, ils citent des études comme quoi que ça aide pour l'infertilité. Tu sais, des études très, très peu fiables d'ailleurs. Là. Ouais. Donc, là, on est dans un autre domaine, tu comprends? Là? C'est que là, à un moment donné, moi j'ai un malaise. Ouais. Parce que là, ça fait partie d'un plan de traitement. Ouais, mais là, tu es quand même en train de dire que ça va guérir quelque chose. Ou, tu sais, là, la limite entre je suis en train de donner un faux espoir à quelqu'un versus, tu sais, juste aller dans le sens de ce qui fait son. Tu sais, juste lui faire plaisir, là, pour moi, la limite commence à être un petit peu plus floue. Là. Ouais, puis un des éléments importants, puis on dirait qui est aussi un fil conducteur de l'épisode, c'est que pour moi, c'est pas tant important d'avoir des conclusions franches, solides, avec des opinions très arrêtées sur ces sujets-là, mais c'est plutôt de discuter et de comprendre et d'être ouvert au débat puis de comprendre les nuances. Parce que c'est ça, la verbalisation scientifique. C'est d'ouvrir la discussion puis d'arrêter de penser que c'est tout le temps X ou Y puis que c'est ça puis que ça va jamais changer. Tu sais. Ben, écoute, je suis tellement content que tu dises ça parce que moi, là, ça m'épate toujours. Puis en même temps, ça m'épate. Dans un sens, je comprends, mais tu sais, c'est que moi, là, avec le pharmacien, ce qui m'intéresse, c'est des sujets qui sont perçus comme controversés. Souvent, ils ne sont pas controversés. Ça la vérité, fait jaser. Mais ça génère des discussions sur des sujets qui peuvent être sensibles, des choses comme ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Puis on dirait que j'ai tout le temps un peu... J'ai comme une naïveté dans un sens. Je suis un peu niaiseux dans un sens. C'est que des fois, je me dis, mettons, je vais faire un épisode sur l'ostéopathie ou l'acupuncture. Je vais poser des questions qui sont tout à fait raisonnables. Et je me dis, ben ces gens-là, là, c'est à leur avantage qu'on puisse en discuter de tout ça puis qu'on puisse remettre en doute des choses. Je le fais avec ma pratique. Toi, tu le fais dans ta pratique de physiothérapeute. On se questionne sur des choses qu'on fait. On se rend compte que ça n'a pas d'allure. On abandonne ces choses-là. Mais ce que tu te rends compte, c'est que ces gens-là, souvent, réagissent extrêmement mal à la... Même pas à la critique, là, mais juste de dire « je vais évaluer de manière scientifique ou critique ce que vous fêtes ». Ils n'aiment vraiment pas ça.
Puis ça, pour moi, c'est un red flag. Ouais. C'est un red flag parce que n'importe qui connaît un peu la communauté scientifique sait que des scientifiques, ça se chicane. Ouais. Puis c'est correct. Mais c'est essentiel. Ben oui, c'est la base. C'est essentiel. Tu sais, je veux dire, dans le domaine scientifique, là, on a des débats qui sont parfois comme extrêmement intenses, là, tu sais. Ouais. Puis on se questionne, puis etc. Puis quand quelqu'un arrive avec une recherche puis dit hey, l'affaire qu'on fait là, depuis des années, finalement, c'était pas si efficace qu'on pense, là, ben il y a du monde qui sont fâchés en maudit. Il y a du monde qui se disent des affaires vraiment pas fines, puis etc. C'est un exercice qui est essentiel. Ouais. Fait que moi, quand j'arrive dans des domaines comme ça, puis là, tout d'un coup, c'est comme tu ne peux pas questionner ce qu'on fait. Tu peux pas faire cet exercice-là. C'est comme si je comprends pas. T'sais. Ouais. Exemple, quand j'ai voulu faire l'épisode sur l'acupuncture, j'ai parlé à l'ordre des acupuncteurs, puis on avait une super bonne discussion, là, c'était super cool, puis je voulais jaser avec eux, puis tout ça. Mais eux, ils m'ont dit, ben écoute, Olivier, on pourra pas participer parce que on n'est pas d'accord avec toi que tu sais, toi, tu vas juste aborder la question de l'acupuncture du point de vue scientifique. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Genre, on n'est pas d'accord que tu fasses juste un examen, une analyse scientifique. Tu ne peux pas juste regarder l'acupuncture sur l'angle scientifique. Il y a d'autres domaines ou il y a d'autres niveaux où il faut que tu fasses ça. Puis si tu ne fais pas ça, si tu fais juste avec ton approche pragmatique scientifique, ben nous, on n'est pas capable de voir. Nous, on ne voit pas l'acupuncture comme ça, tu sais. Ouais. Puis là, je me dis, ben, on va avoir un méchant problème à ce moment-là. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut jaser? Ouais. T'sais? Je veux dire, on va-tu parler de choses? T'sais? Parce que là, automatiquement, si on dit qu'on ne peut pas juste en jaser scientifiquement, bon, on va en jaser à quel niveau? T'sais? On va-tu en jaser à des niveaux métaphysiques ou d'expérience personnelle? C'est que là, on va rentrer dans des niveaux qui vont être ce qu'on appelle des affirmations non falsifiables. Là. Justement, par exemple, si on s'entête à dire qu'il y a une composante bioénergétique à l'acupuncture, ce que je trouve qui est tout à fait légitime de remettre ça en doute, puis je comprends même pas pourquoi c'est controversé. Je comprends même pas pourquoi c'est controversé pour les acupuncteurs de se faire dire ça. Hey, tu sais, la composante bioénergétique d'énergie, puis tout. Honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin de ça, tu sais. Mais moi, je comprends pas pourquoi c'est controversé. Ils devraient faire, hey, c'est quoi, peut-être qu'on devrait mettre ça de côté. Ouais. Mais fondamentalement, fondamentalement, pour eux, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, à partir du moment où tu enlèves cette composante-là à l'acupuncture, c'est plus de l'acupuncture dans un sens. C'est du dry needling, là, des aiguilles sèches. Là. Ouais. La plupart des acupuncteurs, à ma connaissance, vont dire que c'est pas de l'acupuncture. Tu sais. Ouais, ben c'est là, quand tu disais tantôt que l'acupuncture va être sur la base fondamentale de la médecine chinoise traditionnelle, fait qu'il y a peut-être plus un aspect historique associé à ça, ou à tout le moins, l'acupuncture, ça va pas être juste l'intervention de l'aiguille, ça va être le concept derrière ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est le concept puis c'est le contexte. Oui, c'est ça, exact. On le sait, là, puis moi je l'ai déjà dit aussi, puis c'est vrai, là, ce que je pense, c'est que moi j'ai beaucoup d'admiration en fait pour les professionnels de la santé, comme, mettons, les acupuncteurs, qui sont capables de recevoir les gens dans des contextes qui sont extrêmement favorables à avoir des outcomes positifs. Là. Tu sais, je veux dire, si tu en vas dans un bureau d'acupuncteur, la personne elle a souvent du temps pour toi, elle a souvent le temps de jaser. C'est un setting, c'est un setup qui est souvent très relaxant, c'est un moment que tu passes pour toi-même, puis etc. Moi, je me dis, crème, on aurait besoin de ça en médecine. Là, on aurait besoin d'améliorer nos setups. Là. Moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de ces professions-là sur l'aspect purement le contexte du traitement puis tout ça. Ben, ça, là où ça m'amène, puis c'est un peu la conclusion que je dirais de tout ça, de la discussion en général. En blessure, en douleur musculo-squelettique, le facteur prédictif le plus important d'une bonne récupération, c'est l'alliance thérapeutique. Ouais. Qui est cette espèce de connexion qui se fait entre le thérapeute et le patient, basée sur la confiance et l'explication du problème. Et à la base, il faut créer une alliance thérapeutique solide. Si tu as une alliance thérapeutique de merde, là, que tu sois physio, acupuncture, ostéo, chiro, ça ne marchera pas de toute façon. Ouais. Puis quand je parlais tantôt des blocs de pyramide qui sont importants pour une rééducation de blessure, ben l'alliance thérapeutique, je dirais que c'est pas mal à la base, au début. Est-ce que je suis convaincu à 100% que la personne qui est devant moi, c'est elle qui va m'amener à ma fonction normale, tu sais? Puis là où ça m'amène, c'est que de façon globale, quand tu prends en charge une blessure ou un bobo, c'est quoi le temps que tu passes avec le thérapeute? Tu sais, mettons que tu le vois une fois par semaine, là, en moyenne, mettons, je prends des physios, des traitements, ça va être 30 minutes, peut-être 45 minutes, ça va varier dans des cliniques, mais mettons qu'on prend 30 minutes, qui est un modèle très
très global à l'échelle du Québec, ben 30 minutes sur une semaine complète, là, je l'avais fait le calcul, tu as 10 080 minutes dans ta semaine. Fait que 0,3% de ta semaine est avec le thérapeute. Dis-moi pas que c'est ce qui se passe manuellement, physiquement dans la clinique qui est important par rapport à, ben, une fois que tu arrives chez toi, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu mal au dos parce que tu t'es penché 2000 fois alors que d'habitude, tu ne te penches jamais puis que tu n'as juste pas appris à rééduquer ton mouvement, reprendre ta stabilisation, rééduquer ta force, juste rebâtir la résilience de ton dos à pencher? Ou est-ce que tu continues à retourner chez toi et tu fais juste t'asseoir dans ton salon? Mais peu importe le traitement que tu as reçu en clinique, si tu ne sais pas quoi faire quand tu le gères à la maison, bien 99,4% de ta semaine, c'est ça qui va déterminer comment tu vas aller. Là. Moi, tu serais surpris, là, depuis juin, là, j'ai changé un peu ma première rencontre avec le patient. J'ai beaucoup changé d'éléments. Entre autres, dans comment créer un lien avec le patient, comment favoriser l'alliance thérapeutique, comment faire de l'écoute active, comment être empathique. Je fais plus d'intervention manuelle dans 90% de mes premières rencontres. Et j'ai les mêmes résultats, sinon mieux. Ça me surprend pas. J'ai la même adhérence au traitement, sinon mieux. Fait que faut se remettre en question parce que moi, j'ai été challengé. Là. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, c'était jour 1, il faut que je touche au patient, il faut que je le traite manuellement, il faut qu'il soit mieux en sortant. Puis quand j'ai commencé à poser les questions, c'est quoi vos attentes? C'est peut-être 2 sur 10 qui me disent « je veux être mieux aujourd'hui en sortant ». C'est pas ça qu'ils me disent. Ils me disent « je veux savoir si c'est grave, je veux comprendre qu'est-ce que j'ai, je veux que tu me dises quoi faire à la maison ». Hey, on est là. C'est ça, tu comprends? Fait que quand je parle de pyramide, là, ben, quand tu construis ta pyramide comme du monde, peu importe ton titre, ben, on va commencer à avoir quelque chose d'intéressant pour guérir puis régler les douleurs chroniques. Hey, si ça fait 2 ans que tu vas à une clinique de physio puis que tu n'as pas de résultat, ben, peut-être que c'est pas la bonne chose à faire ce qui se passe dans la clinique. T'sais. Hey, moi, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, puis c'est drôle parce qu'on se rejoint vraiment là-dessus. Moi, l'aspect communication de mon travail, c'est quelque chose de super important pour moi, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi, puis je me suis beaucoup formé là-dessus dans un sens parce que c'est comme si, tu sais, comme en pharmacie, on a plein de médicaments qui sont extraordinaires, là, qui sont super efficaces. Mais un enjeu qu'on a, c'est que les gens, souvent, vont les abandonner. Tu sais, ils ne veulent pas les prendre. Donc, les gens, on leur donne des médicaments pour le diabète, la pression, le cholestérol, qui sont des médicaments qui sont extrêmement efficaces souvent, tu sais. Mais, puis quand ils en ont vraiment besoin, là, quand ils en ont vraiment besoin, mais le problème, c'est que souvent, ils vont les arrêter. Tu sais. C'est un problème qu'on appelle un problème d'adhésion. Tu sais. Fait que, encore là, on pourrait se dire, bon, on a des médicaments super efficaces, fait que c'est suffisant de juste recommander un médicament. Non, sorry. Fait que moi, je me suis beaucoup intéressé à l'entrevue motivationnelle aussi, les techniques de communication qui marchent pas, aussi les mécanismes qui sous-tendent un peu les changements de comportement chez l'adulte, des choses comme ça. La motivation. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, puis moi, maintenant, je donne de la formation continue, en fait, aux professionnels de la santé sur la communication, sur des techniques de communication. Puis, il y a une chose que dans une de mes conférences que je montre, là, c'est, en fait, c'est il y a une chose qui se passe quand on veut changer un comportement qu'on a, là, il faut comme que il faut comme que, par exemple, il faut qu'on ait confiance que cette intervention-là va avoir un effet. T'sais. Donc, autrement dit, de juste donner un médicament à une personne, ça ne sert à rien. Il faut que la personne elle pense que ça va changer quelque chose. T'sais. Donc, moi, j'ai commencé à poser des questions aux gens complètement fuckés, là, à un moment donné, à une certaine époque de ma carrière. Là, puis j'ai commencé à leur demander, par exemple, bon, là, vous venez d'apprendre que vous êtes diabétique, là, puis votre médecin vous a prescrit 3 pilules pour votre nouveau diabète, tout ça. C'est-tu important pour vous de traiter votre diabète? J'adore ça. Est-ce que c'est important pour vous de traiter votre diabète? Mais Colin, la journée où j'ai commencé à poser ces questions-là, là, j'ai obtenu des réponses qui m'ont complètement épaté. Parce que le nombre de fois où je me suis fait répondre non, j'ai fait holy shit! C'est débile. Puis là, t'es comme, pourquoi j'ai jamais posé cette question-là avant? On assume tellement d'affaires. Fait que le problème, c'est que tu abordes la personne, tu assumes qu'elle est à tel endroit dans sa tête, genre, bon, je suis diabétique, donc c'est vraiment important que je prenne mes médicaments contre le diabète parce que le diabète, ça va me tuer à long terme. Tu sais. Crème, il y a plein de monde qui sont comme, non, je m'en fous de mon diabète. Ma mère était diabétique, puis elle est morte à 95 ans. Mais non, vas-y. Non, mais c'est ça. Puis, ou je vais couper dans les desserts, puis je vais être correct. Fait que le jour où tu commences à poser des questions, les vraies questions, tu sais, donc,
c'est-tu important pour vous de traiter votre diabète? Puis, est-ce que l'intervention que je vous propose, là, le médicament, là, avez-vous confiance que ce traitement-là, ça va avoir un impact sur votre vie positif? Puis le jour où tu réalises qu'il y a probablement à peu près la moitié du monde qui vont répondre non à ces questions-là, tu te rends compte qu'il faut que tu changes complètement ton approche de communication. Puis, je vais rajouter une couche là-dessus. Toi, la majorité, dans ce cas-là, là, ils ont une prescription du médecin. Exact. Donc, c'est pas eux qui décident de venir te voir pour traiter leur diabète. Leurs médecins leur disent, vous avez le diabète, vous allez avoir ça comme médicament, allez voir votre pharmacien. Puis là, je fais le parallèle avec la physio. Moi, il y a 2 types de patients qui peuvent venir me voir. Accès direct. Donc, j'ai pas vu de médecin, je me suis fait une entorse, je le sais que le physio peut me guérir, j'y vais de mon propre gré. L'autre côté de la médaille, tu vas voir ton médecin parce que tu as une entorse de cheville. Ton médecin te dit, vous devez faire de la physio. Hein, c'est quoi ça de la physio? Allez à cette adresse-là, blablabla. Ils arrivent ici, puis quand je leur pose la question, en fait, l'autre qui est arrivé par lui-même, j'ai pas besoin de lui demander, est-ce que c'est important pour toi de régler ton entorse de cheville? Il vient pour ça. Ah ouais. L'autre, c'est pas clair tout le temps. Parce que des fois, je leur demande, la première question, avez-vous déjà fait de la physiothérapie? J'ai été surpris de savoir à quel point les gens ne savent pas c'est quoi la physiothérapie quand j'ai commencé à poser la question. Donc là, ma question, c'est pas est-ce que c'est important pour vous de régler votre entorse de cheville, c'est pourquoi? Puis là, j'ai commencé, puis ça fait un lien un peu avec mon dernier épisode, l'épisode 11. Tu l'écouteras, tu vas triper. C'est sur la motivation. OK? Je ne sais pas si tu connais la théorie de l'autodétermination. Vas-y. En tout cas, bref, je ne l'expliquerai pas, mais tu iras écouter l'épisode. J'ai reçu Jacques Forêt, qui est psychologue, expert en motivation, Kingpin au Québec. Okay? Puis, il m'a parlé dans l'épisode de la question des 5 pourquoi ou des pourquoi. Puis, quand j'ai commencé à poser ça à mes patients, là, pourquoi c'est important pour vous de ne plus avoir mal à la cheville? Pas pourquoi vous êtes ici. Ils vont tous me dire, je ne veux plus avoir mal. C'est tellement important comme question. Ils vont tous me dire, je ne veux plus avoir mal. C'est pas ça que je veux entendre. Nope. Je le sais que c'est pour ça que tu es là. C'est pas la vraie raison. Pourquoi tu ne veux pas avoir mal? Ben, parce que je ne peux plus marcher. Puis pourquoi c'est grave de ne pas marcher? Ben, je travaille dans un aéroport, puis il faut que je travaille, il faut que je me déplace là, puis là, je ne peux pas faire mon travail, puis mon boss, il m'a crié après, puis là, je suis frustré. Ah, raison émotionnelle de consultation. Tu sais, j'ai un concret. Voilà. Mais ça, c'est la base de la motivation à l'adhérence d'un plan. Tu sais, quand je leur ramène à votre exercice, là, vous allez le faire parce que vous allez être capable de mettre du poids sur votre cheville et de marcher et donc de vous accomplir dans votre travail. Ben, c'est bien plus motivant. La personne, là, quand elle est chez elle à 10 heures le soir avant de se coucher puis qu'elle a oublié de faire ses exercices, elle va se motiver parce qu'elle a en tête ça. Tu sais? Fait que ça, je le vois, mais c'est fou. Quand tu poses la question, les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont là nécessairement. Moi, je trouve ça fascinant. Le jour où tu commences à poser ces questions-là, tu te dis comment j'ai pu pratiquer sans poser ces questions-là. Puis un exemple que je donne dans mes formations là-dessus, c'est un cas, je me souviens, il y avait un gars qui était venu me voir en pharmacie. Puis à une époque, là, il était sorti une étude qui disait que les benzodiazépines, c'est des médicaments pour l'anxiété, on donne ça pour dormir, c'est des sédatifs, là, c'est des relaxants. Ouais. Puis il y avait une étude qui était sortie qui disait que les benzodiazépines pouvaient augmenter le risque d'Alzheimer à long terme. Donc ça sort dans les journaux, nanana. Puis là, un gars vient me voir puis il me dit ouais, là, je viens chercher mon activant, mais là, j'ai lu que ça pouvait causer l'Alzheimer, fait que je pense que j'ai plus envie d'en prendre, puis tout ça, tu sais. Puis là, moi, j'avais tout lu l'étude, puis tout ça, puis j'étais préparé, là. Je connaissais les odds ratio, là, tu sais, j'étais capable de dire, attends, mais c'est parce qu'ils t'ont donné le risque relatif, mais ce que tu veux savoir, c'est le risque absolu, puis tu sais, vraiment, le gars pragmatique, là, qui est no clue, là, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai abordé, là, vraiment, en disant, oh non, je l'ai lu l'étude, nanana, puis tout ça. Puis là, j'ai fait un long monologue que finalement, le gars, on dirait qu'il était comme un chevreuil sur l'autoroute, là, puis tout. Ouais. Puis après ça, j'ai comme dit, hey, pourquoi vous me posez cette question-là? Il dit, c'est parce que moi, là, il y a de l'Alzheimer dans ma famille. T'sais. Et voilà. Puis là, j'ai fait, fuck. Et voilà. Sa question, là, c'est pas vraiment par rapport à la pilule en tant que telle ou l'étude qui est sortie ou etc. Il y a de l'Alzheimer dans sa famille. Lui, il vit tout le temps avec le stress un peu continuel qu'un jour, il va peut-être passer par là, tu sais. Fait que c'est sûr que si mon approche, c'est de citer des risques relatifs ou absolus, je ne vais pas le rassurer par rapport au fait que lui, c'est parce qu'il y en a dans sa famille. L'approche n'est pas la même. Ouais. Mais tu vois, moi maintenant, les cas que je vois qui ont une crainte par rapport à la douleur qui ne s'améliore pas. Parce que la peur en général d'une blessure, souvent va venir d'un manque d'information.
Mais quand, avec l'information, ça ne s'améliore pas, la première question où je vais, c'est connaissez-vous quelqu'un qui a déjà eu ça ou avez-vous déjà eu ça? Ouais. Fait que expérience personnelle antérieure ou expérience que quelqu'un connaît. C'est intéressant. Le nombre de fois, il me dit « Hey, mon père, il a eu une hernie discale, là, il a été couché au lit 3 ans. » C'est ça. Et voilà. Je comprends. Tu associes ça à être au lit, être incapacité, être sur tes assurances invalidité. Tu sais, le cerveau humain là, est fascinant. Ouais. Fascinant. Puis la personne, peut-être qu'elle a juste besoin de se faire... Peut-être que l'intervention la plus efficace que tu peux avoir, c'est de la rassurer. Exact. Puis de dire, ben ça, écoutez, ça arrive pas dans la plupart des cas. La gestion des hernies discales, ça peut se faire. On peut se faire un plan ensemble. Puis dans la plupart des cas, les gens sont capables de retrouver une fonctionnalité normale. La personne, là, son cortisol, elle va passer de là à là. C'est débile, là, tu sais. Puis t'as rien fait encore. T'as pas touché à personne, non. rien. Ou juste de mettre l'emphase sur les différences entre cette personne-là puis la personne qui l'a eu. Totalement. T'sais, ton père, il était-tu fumeur, sédentaire, il bougeait pas? Bon, ben toi, t'es en forme, tu cours. Donc, tu as des chances de t'en sortir mieux. Juste ça peut aussi aider à gérer. Là. C'est ça. Moi, souvent dans mon travail, ce que les gens ont besoin que je réalise, c'est qu'ils ont besoin de se faire normaliser. T'sais. C'est ça, exact. Ils se sont fait dire par quelqu'un, vous avez telle affaire, là, c'est pas normal ça, ou pourquoi, là, non, puis tout ça. Puis moi, j'arrive, je suis comme, ben non, mais écoutez, c'est pas de votre faute. Là. Il y a des facteurs génétiques là-dedans, puis tout ça. C'est pas quelque chose que vous avez fait de pas correct dans votre alimentation ou autre, etc. Puis ils sont comme, oh wow, merci de me dire ça, on dirait que je me sens déjà mieux, tu sais. Ouais. Mais tu poses pas les questions, tu sais. Ben non, clairement. Mais ça me fait penser, j'écoutais un podcast sur le stress avec Sonia Lupien cette semaine, puis tu sais, elle a dit là, 80%, c'est 8 adultes sur 10 ou 8 êtres humains sur 10 qui vont vivre une expérience, elle appelle ça les tunnels noirs, là, fait qu'une expérience psychologique dépressive ou burn-out ou, tu sais, fait que c'est normal. C'est la personne qui a jamais subi, personne qui a jamais eu de dépression ou de burn-out, c'est elle l'extraterrestre. Là. Fait que quand tu normalises la chose puis tu te dis, hey, ben c'est normal, maintenant parlons de solutions, ben ça commence à faire du chemin. Oui, exact. Puis c'est pour ça que je pense que c'est utile pour nous, les professionnels de la santé, à un moment ou à un autre, de passer dans le système de santé. Ouais. Parce que c'est là que tu réalises à quel point est-ce que des fois, moi, en tout cas, là, c'est de passer dans le système de santé, puis beaucoup avec ma blonde aussi. Ma blonde, de son propre aveu, c'est un citron. Là, elle a plein de problèmes de santé que personne n'a. Puis moi, de l'accompagner là-dedans, ça m'a tellement fait réaliser à quel point est-ce que souvent, dans le domaine de la santé, on comprend pas ce qui se passe. On est tellement pas tuné sur la personne qui est devant nous. On a un paquet d'a priori, on a un paquet de choses qu'on présume à propos de la personne qui est en face de nous. On présume que la personne est intéressée à être devant nous, qu'elle est prête à faire ce qu'on lui dit. Puis des fois, justement, moi, en tout cas, j'ai réalisé aussi en allant souvent en physio, là, pour terminer sur une question de blessure, là, c'est on dirait que quand je vais voir un physio, là, ce que j'ai envie de me faire dire, par exemple, c'est hey, tu sais quoi, Olivier, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir recommencer à courir éventuellement. Ouais, c'est ça. Ta carrière de jogger n'est pas terminée. À la limite, là, c'est quasiment juste ça que je veux. Exact. Merci, bonsoir. Parce que moi, c'est toutes des blessures de course que je me fais. Là. Ouais. J'ai juste besoin de me faire dire, tu sais quoi, Olivier, on va faire un plan, puis tu vas pouvoir recommencer à courir éventuellement. Tu cours? Ouais, écoute l'épisode 1. Ouais? Ben oui. Ah, avec Blaise? Ben oui. Non, ouais, c'est ça, ouais. Il faut. Ouais. Moi, n'importe quel coureur que je vois maintenant, je leur dis, garde, commence par comprendre les concepts que je discute dans cet épisode-là. OK. Comme juste avec ça, il y a bien des gens qui se gèrent leurs bobos. Là. Peut-être pas dans la guérison, mais beaucoup dans la prévention puis dans la gestion des bobos. Parce que le problème, c'est quand le bobo arrive maintenant, c'est là qu'il faut savoir quoi faire. Pas on prend des Advil par-dessus Advil puis on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vais l'écouter en retournant chez nous. Il n'y a pas de stress, il va être là tout le temps. En conclusion, à quand un épisode sur la physiothérapie? Je ne ferai pas un épisode sur la physiothérapie parce que pour moi, la physiothérapie, c'est une profession qui a un haut niveau de crédibilité. Fait que je pourrais pas faire un épisode sur est-ce que la physiothérapie est appuyée scientifiquement. Ouais, peut-être faudrait nuancer. À quand un épisode sur l'électrothérapie? Non, mais c'est ça. Des aspects spécifiques comme moi, par exemple, là, de m'être fait mettre des machines à ultrasons ou des affaires de même, des fois. Là, je connais pas ça. Puis je suis pas convaincu que ça m'a fait tant de bien ou que ça avait tant d'effet. Fait que je ferais ça. Un épisode sur est-ce que certaines modalités précises. Ouais, exactement. Ça, je le ferais. Ou pour moi, la glace, c'est un épisode physiothérapie dans un sens parce que Colin, il s'en conseille la glace. Ouais. Donc, à quand un épisode sur la physiothérapie, j'en ai déjà fait. Puis il va en avoir d'autres à venir, sans doute. Super. J'ai hâte d'entendre ça. Écoute, merci énormément de t'être déplacé. Je pense que ça fait un petit bout qu'on jase déjà. La conversation a coulé, ça allait vite, ça passe vite. Si les gens veulent en apprendre davantage sur les sujets précis qu'on a parlé aujourd'hui, tu as fait des épisodes dessus. Ouais.
Veux-tu donner les informations de un pour te retrouver sur les réseaux sociaux? Même, je sais que tu as écrit des livres, puis par rapport à ta série télé, où les gens peuvent trouver tout ça? Ouais, en fait, moi, je produis beaucoup de contenu sur mon site web, Le Pharmacien, donc lepharmacien.com. Je mets des trucs sur ma page Facebook du Pharmacien, mes réseaux sociaux, Instagram, nanana. Fait que ça, c'est déjà ça. Ensuite de ça, j'ai aussi ma série télé qui s'appelle Les Aventures du Pharmacien. Si les gens veulent l'écouter en ligne, c'est sur tout.tv. Ouais. Donc, les gens ont juste à chercher Pharmacien, tout.tv. Puis, par rapport au sujet qu'on a discuté aujourd'hui, évidemment, on s'entend, là, on a effleuré la surface. J'encourage fortement les gens à aller écouter les 3 épisodes en question pour aller chercher toutes les nuances du propos, puis nanana, puis tout ça, évidemment, on ne peut pas tout couvrir aujourd'hui. Non, c'est ça. Donc, voilà. Si les gens veulent l'écouter aussi, il y a la 5e saison qui est en cours en ce moment. Puis, j'ai aussi mon balado Dérive. Ah ouais? Qui est Oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer. Qui est disponible sur la plateforme, l'application. C'est-tu audio? Sur audio de Radio-Canada, ouais, c'est ça. Good. Puis tu as écrit des livres aussi? J'ai écrit des livres, Le Pharmacien, ouais, c'est ça, exactement. Fait que les gens peuvent tout retrouver ça sur les internets, comme on dit. Exactement. Good, ben merci beaucoup. Puis c'était un honneur de t'avoir reçu. J'espère que les gens vont avoir apprécié cet épisode-là. Je pense que ça fait plusieurs sujets de conversation que les gens peuvent des fois se poser comme question, puis ça peut faire des débats des fois, mais c'est le fun d'avoir discuté avec toi aujourd'hui. Fait que je te remercie beaucoup. Je te remercie, tu avais des super bonnes questions, vraiment de très haut niveau. Good, content d'entendre ça. Salut, à la prochaine. Ciao. Ciao.